Ravi de vous retrouver ce 20 mars 2025. Cher Lefto, bonjour. Et merci de retrouver toute l'équipe de 5-6-7 matin de ce jour. C'est avec un plaisir chaque fois renouvelé que nous vous retrouvons tous les matins. Vous à la maison, vous dans vos différentes occupations et nous en direct de la SRTB. Merci d'être avec nous, merci de nous renouveler une fois encore votre fidélité. Christelle Tongodo est bien entendu là ce matin. Bonjour Christelle. Bonjour Rachida, bien maman ce matin. Ça va très bien, le bulletin d'information c'est avec toi, n'est-ce pas? Tout à fait. Pas mal d'informations à relayer ce matin. Absolument. Restez donc avec nous, chers amis téléspectateurs. Avant le bulletin d'information, eh bien, de quoi sera fait l'émission de ce jour? Eh bien, on va parler du numérique ce matin, chers amis téléspectateurs. Hier, c'était la journée internationale de l'apprentissage du numérique. Et donc, ce matin, sur le plateau, nous allons nous intéresser à la thématique avec des experts, avec des sachants du domaine. Et notamment, nous allons tenter de comprendre ce que c'est que l'apprentissage numérique et ses implications. Comment s'initier au numérique de nos jours? On en parle avec mes différents débatteurs. Restez avec nous, c'est autour de 8 heures sur l'heure du débat. Et bien entendu, vous le savez, chers amis téléspectateurs, vous avez la possibilité d'interagir avec nous en répondant à la question suivante. Le système éducatif béninois intègre-t-il suffisamment l'apprentissage numérique? Quelles actions suggérez-vous? On compte sur vous pour réagir via Facebook, via WhatsApp, via TikTok, via Twitter, j'allais dire, pas TikTok, rassurez-vous, chers amis téléspectateurs. Alors, on compte sur vous, retrouvez-nous retrouvez-nous à 8 heures sur l'heure du débat. Et oui, ce matin, on a la possibilité encore de découvrir le créateur de contenu de l'année 2024. Vous le savez, eh bien, le numérique génère tellement de métiers. La création de contenu fait partie donc de ces métiers. On va redécouvrir ce métier ce matin. Restez avec nous, il y a pas mal de choses à voir et à savoir ce matin. Pour l'heure, direction le bulletin d'information. On se retrouve juste après. Bien le bonjour à tous et à toutes, ravi de vous retrouver. Le procès de l'affaire d'Anivo est toujours en cours au tribunal de Cotonou. Que retenir des auditions de ce mercredi 19 mars 2025? Écoutons Héloïse Winato, chroniqueuse des questions de droit. Elle est reçue par Rodrigue Babagrito. C'était dans le journal de 20h. Un seul témoin a été écouté pendant 4 heures d'horloge. Il s'agit de Firmin Boko, capitaine de la gendarmerie nationale au moment des faits et président de la commission rogatoire créée le 1er septembre 2010 et revue le 17 septembre de la même année. Il a décrit les circonstances de l'arrestation de Alofa, le principal accusé. Selon ses déclarations, Alofa aurait eu plusieurs échanges, 10 fois avec Danivo avant sa disparition. Mais Alofa était en garde à vue pour un vol commis dans la nuit du 23 août 2010. Et c'est pour les besoins de l'enquête qu'il a été extrait pour être entendu. Firmin Boko ajoute que Alofa aurait affirmé que les comprimés de Valium administrés à Danivo proviennent de donations Amoussou, l'autre co-accusé, est remis à Alofa par Paul alias Polo, l'un de leurs amis. Selon son témoignage, Alofa lui aurait confié que Danivo, après qu'il a bu la potion, aurait perdu connaissance et ils en ont profité pour l'étrangler. Certains de ses organes, il s'agit son cœur et ses organes génitaux et une oreille ont été prélevés et conservés dans un bocal avec de l'alcool. Son corps enfoui à l'arrière-cour de sa maison. Appelé à la barre pour la contradiction, Alofa dit n'avoir jamais été interrogé par Firmin Boko. Autant de révélations troublantes les unes que les autres, mais au finish, est-ce qu'on sait qui aurait pu tuer Danivo?
C'est une question posée par Maître Baparakpe, avocat de la partie civile. Firmin Daïvo répond, c'est Alpha qui a tué Daïvo. Une réponse péremptoire qui n'a même pas ému l'assistance. Et l'autre question pertinente, Rodrigue Babagbito, posée par Maître Zinflou, l'un des avocats des accusés, il a voulu savoir s'il n'a pas été influencé par les politiques et les médias dans la conduite de l'enquête. Avec un soupir, il répond, je cite, « Je reste professionnel dans tout ce que je fais. Je n'ai d'ordre à recevoir de personne et je n'ai reçu aucune influence, ni politique, ni médiatique. » Et puis le président de CEIAN, Guillaume Lali, toujours dans la dynamique de comprendre et de mettre en lumière toutes les zones d'ombre qui entourent cette affaire qui a mis en émoi tout un pays, a décidé de suspendre la séance. Pour tout comprendre, vous le savez. Et la séance reprend le 8 avril prochain. Et dans l'actualité aussi, la dernière ligne droite pour nos guépards du Bénin. Ils rencontrent ce jeudi les Warriors du Zimbabwe. Les deux équipes ont déjà connaissance de la pelouse du Moses Mabhida Stadium où va se jouer la rencontre de ce jour. Et comme il est de coutume, elles étaient en conférence de presse d'avant-match ce mercredi. Le point, c'est avec Blaise Adampo et François Zissou. Les Guépards du Bénin finalisent leur préparation avant d'affronter les Warriors du Zimbabwe. Dernier réglage sur la pelouse du Moses Mabhida Stadium pour ce match clé de la 5e journée des éliminatoires du Mondial 2026. 3 jours d'entraînement seulement, mais aucun doute pour Guénodror. Le sélectionneur béninois compte sur l'état d'esprit, la solidarité et la cohésion de son groupe pour décrocher les 3 points. Il y a le peu d'entraînement, mais on a essayé à travers des séances du matin, depuis hier voire avant-hier, de bien récupérer. Et je crois qu'on sera prêt. C'est regrettable parce qu'on n'a pas le temps de travailler des choses, on va dire, tactiquement élaborées. Le Bénin aujourd'hui, on a des bons joueurs, on n'a pas des talents extraordinaires, comme peuvent l'avoir d'autres nations comme le Nigeria, etc. Mais aujourd'hui, ce qui fait notre force, c'est la solidarité, c'est ce qu'on met sur le terrain, c'est l'envie, c'est la rage de vaincre, c'est la rage de prouver que justement, on est capable de réaliser de grandes choses, même si sur le papier, on n'a pas les plus grands noms. Et c'est ça qui fera notre force et qui a déjà fait notre force. Côté Zimbabwe, Michael Nice peaufine les derniers détails aussi. Connaisseur de Guénodror, il respecte la force du Bénin, co-leader du groupe avec 7 points. Mais les Warriors, avec seulement 2 unités, veulent se relancer. J'ai une bonne relation avec un autre. Bien sûr, demain, non. Pour les 90 minutes, l'amitié est un peu, comment on peut dire, un peu... oui. Mais après, d'abord, pas de problème. Je connais l'équipe du Bénin parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui jouent en France et j'ai déjà regardé plusieurs matchs. Je pense que c'est une équipe qui travaille bien ensemble. Ils ont gagné aussi beaucoup de matchs difficiles à domicile et à l'extérieur. C'est pour ça que quand on avait parlé, on a beaucoup de respect pour eux. On va essayer de respecter l'équipe comme Bénin parce qu'ils ont déjà 7 points. Et nous, on est à domicile maintenant. On va essayer de gagner les matchs, mais on sait que ça va être vraiment très difficile match. Zimbabwe-Bénin, coup d'envoi ce jeudi 20 mars à 16h GMT au Moses Mabhida Stadium de Durban. Et on met le cap sur Parakou, la cité des Koubourou en voie de devenir une métropole vitrine grâce aux travaux de construction de la cité administrative du marché moderne de Guéma, sans oublier les nombreux chantiers d'asphaltage. Où en sont les travaux? Au constat, le ministre conseiller à la défense et à la sécurité en charge de la décentralisation avec sur ses traces Olviga Messan et Aziz Alagui. La réalisation des projets annoncés par le gouvernement est chose effective à Parakou. Pendant que certains connaissent leur démarrage, d'autres sont en phase terminale. La réalisation des cités administratives, c'est du jamais vu, c'est de l'inédit. Ça, il faut avoir l'honnêteté intellectuelle, politique, pour reconnaître vraiment que le président Patrice Talon a reçu là où beaucoup ont échoué. Aller annoncer la bonne nouvelle que la cité administrative à Parakou
est devenue une réalité et c'est déjà réalisé à plus de 90%. Je pense que le chef de l'État a bien vu, donc en initiant ces différents projets-là de cité administrative dans chacun de nos départements. Et il y a fort à parier qu'une fois achevé, donc nous aurons de meilleures conditions de travail. Un autre projet phare du gouvernement, aujourd'hui réalité à Parakou, le marché moderne de Guéman dans le 3e arrondissement. 98%, c'est le taux d'exécution des travaux. Sur toute l'étendue du territoire national, vous verrez la réalisation des marchés modernes. Dans Parakou, le marché Guéman. Pour beaucoup, c'était de l'utopie. Les gens verront que ce n'est pas des maquettes, mais que c'était du concret. Après la première phase du projet asphaltage, la cité bénéficie encore d'une seconde, déjà en exécution. 13 rues pour un linéaire de 14 km 300. Plus de 52 milliards y seront investis. Il y a certains quartiers où, quand vous vous déplacez, vous vous posez la question si réellement vous êtes à Parakou. Aujourd'hui, avec ce qui se fait, d'ici 6-8 mois, Parakou va encore changer de visage. En plus d'un stade aux normes internationales, en phase de démarrage, le stade municipal va muter en stade départemental. Dans les jours à venir, Parakou va bénéficier de 2 stades. Après la réalisation de ces 2 stades, c'est la réalisation d'un mini-palais du Congrès. Et je pense que le président Patrice Talon est en train de jouer sa partition. Les procédures administratives pour la construction d'un hôtel de ville de haut standing sur une superficie de 3 hectares sont effectives. Depuis l'avènement du président Patrice Talon, la prospérité partagée n'est pas un vain mot, c'est devenu une réalité. La nouvelle mairie sera érigée à quelques centaines de mètres en face de la cité administrative en cours de finition. Où en est Mariam Diaouga Saka dans sa tournée d'échange avec les populations? Dernier acte de son périple, c'est dans le Mono, dans la cité de l'Espérance. La ministre conseillère aux affaires sociales et au travail a rencontré les bénéficiaires des différents projets sociaux mis en place par le régime Talon en faveur des populations, plus précisément des filles et des femmes. Évariste Zomarou, Chabirat Sabimane. Les travaux lancés à Azové pour le compte du Mono et du Koufo prennent en charge l'aménagement et le bitumage de la route Azové-Huegame-Koulekame, 17,20 km, la réhabilitation de la RN2 partant de la mairie de Lokossa en passant par la CITES, l'UIT et la RN2 bis. 3 km, l'aménagement en terre des routes Bopa, Lobogo, Tozume, Dobo, 24 km et Bopa, Tidjozou, Alada, 35,30 km. L'état de dégradation très avancé enregistré sur cette tronçon préoccupe à un plus haut niveau le gouvernement. C'est pourquoi le président Patrice Talon a inscrit dans son programme d'action l'aménagement de ces différentes routes. La matérialisation de ces projets est un signal fort de notre gouvernement, c'est-à-dire le respect de la parole donnée. C'est aussi l'occasion pour appeler les différentes entreprises au respect des délais et un travail de qualité. Les travaux qui visent à faciliter la mobilité des personnes et des biens sont conduits par l'entreprise QJMI et coûtent 31,4 milliards de francs CFA pour une durée de 24 mois. Le contrôle est assuré par le groupe HOS. Nous allons commencer d'abord par remercier le Dieu Tout-Puissant et à travers lui, le président de la République qui a fait un clin d'œil à l'arrondissement de Ronton. Nous, population, nous verrons et accompagner le projet pour que ce ne soit pas de nos difficultés que les travaux soient un peu retardés. Tout ce qui était à l'envers est mis à l'endroit. Patrice Talon est un homme de parole. Il tient toujours promesse. Ces travaux routiers d'une grande envergure vont à terme redynamiser les échanges commerciaux et booster l'économie locale, voire nationale.
Souvenez-vous, la révolution a pris corps en 2023 avec le système électronique de gestion du fret routier. La professionnalisation du métier de transporteur est en marche. Aujourd'hui, les réformes connaissent une avancée. Une base de données contrôle désormais le mouvement des transporteurs d'un point A à un autre. C'est la lettre de voiture électronique. Elle est officiellement lancée ce mardi à Cotonou. Alexis Kenom, Gilles Dansou. Le système électronique de gestion de fret au Bénin est un projet du gouvernement mis en œuvre par l'Agence nationale de transport terrestre ANAT. Il vise à professionnaliser le métier de transporteur au Bénin tout en sécurisant les marchandises de leur point de départ jusqu'à destination. Concernant la gestion du fret, Enabel s'est aussi engagé très tôt aux côtés de l'ANAT en vue de contribuer à la mise en place d'un système digital de gestion du fret terrestre qui va permettre d'amener les acteurs de la profession à s'enregistrer formellement et sortir de l'ombre plus ou moins formelle où ils opéraient jusqu'à présent. La mise en œuvre du SIG-FR s'aligne avec la stratégie Global Gateway que promeut l'Union européenne. Elle promeut la digitalisation du secteur. Elle soutient la croissance économique verte et numérique. Une prouesse dans le secteur du transport qui bénéficie de l'expertise des techniciens camerounais. Un grand pas vient donc d'être franchi par l'ANAT en ce qui concerne la transparence des opérations et la réduction des risques de fraude. Cette initiative a permis de simplifier les processus administratifs et d'accéder directement au fret, facilitant ainsi la gestion des opérations. Le système électronique de gestion du fret, communément appelé SIG-FR, est une plateforme digitale qui permet à l'Agence nationale des transports terrestres d'octroyer la délivrance des autorisations et cartes de transport en ligne et de faciliter l'émission des lettres de voitures électroniques pour tout fret en provenance du port de Cotonou et autres centres générateurs de fret situés sur le territoire national. Des lettres de reconnaissance sont remises aux gestionnaires de fret qui déjà s'illustrent dans le bon déroulement de ce projet. Et puis, les réformes à la douane béninoise portent déjà des fruits avec une incidence sur les résultats de l'institution. Ces réformes portent sur divers aspects, notamment l'adoption de nouveaux outils technologiques, la dématérialisation des procédures et le renforcement des capacités humaines. Le point des réformes engagées et l'état des recettes de 2024 à février 2025 ont été présentés lors d'une rencontre à Cotonou. Les détails, c'est avec Mathieu Sokenou et Alessandra Jota. Ils sont au cœur de la perception des droits d'importation et d'exportation sur les marchandises aux différentes frontières. Les douaniers béninois ont, pour le compte de l'année 2024, réalisé plus de 702 milliards de francs CFA à titre de recettes, soit une augmentation de 14,91% par rapport à 2023. Une prouesse satisfaisante. Les acteurs ne s'en cachent pas. Je n'ai pas voulu m'ajouter à la liste des félicitations, sinon la liste aussi DLC. Dans cette salle sont réunis les directeurs, les chefs services centraux et régionaux, les receveurs, les chefs de brigade et les responsables des services de lutte contre la fraude. En face d'eux, la directrice générale. Notre administration s'est engagée dans une dynamique de réforme, ambitieuse, certes, mais pas inatteignable. Elles sont le socle même d'une administration efficace, capable de rivaliser avec les meilleures administrations douanières, je dirais du monde, pas que du continent. Si les prouesses sont salutaires, les dérives, quant à elles, sont décriées. Quand j'ai pris les commandes de cette administration, il a été rappelé que la douane est sous observation, que les faits, gestes et comportements de chacun de nous sont connus et consignés. Alors pourquoi prendre des risques ? C'est désormais zéro tolérance aux actes qui enfreignent les lois de la République. L'institution entend réaliser environ 770 milliards de francs CFA de recettes en 2025.
Voyons à présent cet écosystème humide encaissé dans un vallon. Il joue le rôle d'exutoire naturel pour une bonne partie de la ville capitale. Mais depuis quelques années, cette éponge naturelle est prise d'assaut par des habitations humaines obstruant le chemin à l'eau. Le marécage de Zumvi, une éponge en danger. C'est un reportage signé William Tchoki. Bonjour William, comment vous allez, professeur? Toute sa vie, sinon presque, il a défendu cet écosystème, cette langue de zone humide, traversant une bonne partie de Porto Novo. Qui connaît mieux que quiconque cet écosystème spécial dans la ville de Porto Novo, c'est bien vous. Il en a fait même un combat personnel en tant que géographe. Porto Novo a la chance d'avoir cet exutoire. Est-ce que cela est bien géré tout à l'heure? Le marécage de Zumvi est une formation géologique encaissée dans un vallon. Il prend sa naissance à Wando, au niveau du projet Songhai. Aujourd'hui à la retraite, le professeur Nukwa Gossou ne baisse pas les bras pour la survie de ce bas-fond large de 30 à 100 mètres. C'est quoi cet exutoire? Il a accepté nous recevoir chez lui, nous décrire toute l'importance de ce vallon. Il joue un rôle d'éponge pour une bonne partie de la ville capitale, Porto Novo. Compte tenu de la végétation qui est présente, le Zumvi effectivement joue un rôle d'éponge et filtre les eaux de ruissellement, les eaux de pluie qui sont drainées vers le vallon. Le professeur Nukwa Gossou ne se contente pas de ce coup magistral à nous livrer. Avec une carte à l'appui, il décide de nous amener sur le terrain pour constater de visu le comblement que subit le Zumvi. Ici, nous sommes au quartier Tokbota, à quelques encablures du pont métallique. Des habitations pris place dans le bas-fond, ailleurs transformées en un dépotoir. La faune et la flore ont dû céder place à l'occupation humaine. Avec des travaux conséquents, on pouvait draguer et épurer, pour assainir et tout ça pour rendre la voie navigable depuis la hauteur de Songhai jusqu'à la lagune et poursuivre jusqu'à Cotonou, Calavi et autres. Le marécage de Zumvi se meurt et le risque pour les quartiers environnants, Wando, Tokbota, Funfun, Avakpa et Jassin, c'est l'inondation. L'eau ayant vu son débouché final occupé et un poumon vert de moins pour la ville de Porto Novo. Et c'est déjà fini pour ce bulletin d'information. Je vous retrouve demain avec le même plaisir. Rachidat. Merci Christelle Tongodo. À demain donc, ma grande. Et nous poursuivons ici. Toute l'équipe est au complet pour vous servir, chers amis téléspectateurs. Merci d'être des nôtres. Bon matin à vous. Belle journée jupitérienne à vous. Et merci de nous suivre où que vous soyez. À présent, on a rendez-vous avec la revue des titres. Le procès d'Aïva intéresse la plupart des quotidiens feuilletés ce matin et on démarre tout de suite par la boussole qui parle de la reprise du procès d'Aïva. Le flou persiste malgré de nouvelles révélations. L'affaire renvoyée au 8 avril prochain. On jette un coup d'œil du côté de l'Informateur. Même actualité en manchette, affaire d'Aïva, des contradictions entre Boko et Kouma Segbo, informe l'Informateur. Le matinal en fait une actualité complète. 4e journée d'audience dans l'affaire d'Aïva. Les conclusions de la commission
d'enquête contestée, Maître Anna Sidé. Ce qu'on peut souhaiter, c'est qu'enfin la vérité jaillisse. Le procès renvoyé au 8 avril. Décrochons de cette actualité liée au procès d'Ain-Yvon. Pour cette fois-ci, nous intéresser à la présidentielle 2026 vers une alliance mouvance-opposition. S'interroge l'emblème du jour dans sa manchette du jour. Quant à Matin Libre, lui, par contre, ce quotidien s'intéresse au parti FCBE. Et donc, la FCBE s'offre déjà à talon, affirme Matin Libre précisément à sa page 2. Actu Express, lui, s'intéresse au président de la République, Patrick Talon, qui peut valablement succéder au président Patrice Talon en 2026. C'est la grosse interrogation en manchette de Actu Express. Eh bien, c'est intéressant à lire. Je vous y convie, chers amis téléspectateurs. Le Béninois libéré. Maintenant, tournée du ministre conseiller à la Défense et à la Sécurité dans le septentrion, Gbadamassi, artisan de la vérité qui déjoue les plans de l'opposition, affiche le Béninois libre. À présent, décryptage info, modernisation des infrastructures portuaires, l'Union européenne accorde près de 13 milliards de francs CFA au Bénin. Nous apprend décryptage info. Quant à l'événement précis, lui, il nous parle du développement portuaire et promotion du leadership féminin. Le Bénin et l'UE ensemble pour des actions concrètes. Et on termine avec Visa Info qui affiche en manchette éliminatoire comme USA 2026 match Zimbabwe-Bénin. Les guépards doivent y croire. Et oui, nous sommes tous derrière nos guépards. Et nous sommes certains que nous aurons à la clé une victoire. On soutient tous le 11 national. À présent, chers amis téléspectateurs, nous allons recevoir notre expert, l'expert du foncier. Il est avec nous. Une fois encore, Daouda Moussi est là pour vous outiller, pour nous renseigner davantage sur ce secteur en plein boom, sur ce secteur qui bouge énormément. Voici pour vous l'invité du jour. Le jeudi passé, nous avions parlé, chers amis téléspectateurs, des documents exigés par les textes avant la vente ou l'achat des biens immeubles au Bénin. Il s'agit bien entendu du titre foncier et du certificat d'appartenance. Aujourd'hui, nous parlerons essentiellement des pièces à constituer pour l'obtention de ces deux précieux documents fonciers. Si vous suivez en ce moment la SRTB, eh bien, sachez que vous regardez le rendez-vous foncier. Monsieur Daouda Moussa, bonjour. Bonjour à vous, Madame Rachida. Merci de nous retrouver une fois encore. Alors, par quelle manière obtient-on le titre foncier au Bénin? Alors, le titre foncier peut s'obtenir à travers trois manières. Ouais. La première, il y a les morcellements. La deuxième, les mutations. Et la troisième, la procédure de confirmation des droits fonciers. La procédure de confirmation des droits fonciers, contrairement aux deux autres premières, est que au niveau des morcellements et de la mutation, la parcelle ou le terrain est couvert par un titre foncier avant que toute opération ne se fasse sur ce terrain. Or, au niveau de la procédure de confirmation de droit foncier, la parcelle n'est pas couverte par un titre foncier. Vous avez votre parcelle, vous décidez d'aller chercher un titre foncier. Donc la procédure de confirmation des droits fonciers est un processus qui conduit en réalité à l'obtention du titre foncier. D'accord. Et c'est cette procédure qui nécessite assez de pièces à constituer. C'est de ça que nous allons parler ce matin. Voilà qui est clair. Et justement, parlant du certificat d'appartenance, expert Moussier, quelles sont les pièces à constituer pour avoir aujourd'hui le certificat d'appartenance nécessaire à la vente de parcelles lorsqu'on n'a pas encore le titre foncier?
Alors, vous allez me permettre, avant d'aller au certificat d'appartenance, de dire les pièces à constituer pour obtenir le titre foncier. Et pour obtenir le titre foncier en République du Bénin, je voudrais rappeler qu'on a 2 catégories de terres au Bénin. 2 principales catégories de terres. Il y a les terres sous l'emprise coutumière, c'est-à-dire les terres rurales, quand nous parlons de nos champs, de nos fermes, voilà, et les terres qui sont dans des zones urbaines, c'est-à-dire les terres loties. Donc nous avons, d'aucuns vont vous parler des zones péri-urbaines, bon, en réalité ce sont des zones rurales. Donc, que nous soyons, les pièces varient, les pièces d'obtention du titre foncier, lorsque nous sommes dans la procédure de confirmation du droit foncier, varient de la zone, d'une zone à une autre. Alors, lorsque nous sommes dans la zone lotie, quelles sont les pièces d'obtention du titre foncier? Nous avons l'attestation de recasement ou les 3 derniers avis d'imposition ou la décision de justice jugée définitive. L'une ou l'autre des pièces, ça c'est le premier point. Nous avons le levé topographique. On doit produire 2 levées topographiques. Nous avons la quittance de paiement des frais de demande du titre foncier. Nous avons notre pièce d'identité qui doit être, si c'est la carte d'identité ordinaire, ancien format, qui doit être certifiée. Et aussi c'est biométrique, c'est la simple photocopie. Nous avons l'acte de possession. Madame Rachida, est-ce que vous aviez acheté la parcelle avant d'aller au titre foncier? D'accord, si c'est ça l'acte de possession. Oui, si c'est le cas, vous brandissez la convention de vente. Est-ce que papa vous a donné une parcelle? Si c'est ça, c'est l'acte de donation notariée. Alors, lorsque nous sommes dans la zone lotie, voilà les pièces qu'il faut constituer. Mais lorsque nous sommes dans la zone rurale, alors nous avons une légère variation. Il y a 2 ou 3 pièces qui s'ajoutent. Il y a par exemple le projet de mise en valeur des terres, lorsque la parcelle commence à partir de 2 hectares. C'est-à-dire en plus de toutes les pièces que nous venons de citer, lorsque nous sommes dans la zone lotie, il y a ces quelques 3 pièces telles que le projet de mise en valeur, lorsque la parcelle commence à partir de 2 hectares, il y a la fiche de droit de préemption qu'il faut remplir, et en lieu et place de l'attestation de recasement, c'est l'attestation de détention coutumière. Voilà un peu les pièces constitutives d'obtention du titre foncier. Alors, lorsqu'on laisse les pièces constitutives d'obtention du titre foncier, on tombe sur les pièces constitutives d'obtention du certificat d'appartenance. Alors là encore, il faut forcément une pièce présomptive de propriété. Ça peut être l'attestation de recasement, ça peut être l'ADC. Voilà, vous avez un levé topographique, vous avez la quittance de paiement qui est de 50 000 francs, vous avez la demande d'obtention du certificat que vous faites, que ce soit au niveau du titre foncier ou du certificat d'appartenance, il y a forcément une demande que vous faites. Voilà un peu les pièces à constituer pour pouvoir prendre également le certificat d'appartenance. Alors, est-ce qu'il arrive, j'ai bien envie de vous poser une question, est-ce qu'il arrive que la demande de titre foncier et du certificat d'appartenance soit rejetée par la NDF, malgré, bien entendu, que le requérant ait produit toutes les pièces demandées? Est-ce que ça arrive? Alors, Madame Rachida, comme dans toute administration, lorsque, par exemple, vous produisez vos pièces pour l'obtention d'une carte d'identité, par exemple, et que les pièces dont vous produisez ne sont pas très lisibles. D'accord. On vous invite à peut-être, on ne rejette pas, mais on vous invite à changer la pièce qui n'est pas lisible. Ou lorsque, sur l'attestation de recasement, vous avez
Rachidatou Orubio. Mais sur la carte d'identité, vous avez simplement Rachidatou. Ça pose un problème parce que Rachidatou Orubio peut ne pas être Rachidatou Orou simplement. Donc, l'administration foncière va vous inviter à venir justifier que c'est la même personne. Et là, il faut un certificat d'individualité à prendre dans un tribunal compétent. Mais là n'est pas le plus dur. Le plus dur, où on peut catégoriquement rejeter la demande d'obtention du titre foncier ou la demande du certificat d'appartenance, c'est lorsque vous produisez effectivement les pièces pour l'obtention du titre foncier ou pour le certificat d'appartenance et que, à l'instruction du dossier, lorsque l'ANDF commence à examiner les pièces et elle constate que, au niveau, elle constate à travers le levé topographique que vous avez mis dans les pièces constitutives, l'ANDF constate que la parcelle, objet de demande du titre foncier ou du certificat d'appartenance est sur le titre foncier de l'État ou dans une zone humide ou sur le domaine public de l'État. Systématiquement, là il y a problème. Il y a problème et le titre foncier, que ce soit le titre foncier ou que ce soit le certificat d'appartenance, la demande est catégoriquement rejetée. Voilà. D'accord, très bien. Merci en tout cas pour ces explications. C'est un secteur tellement vaste, Monsieur Daouda Moussé, on s'y perd parfois, mais aujourd'hui les choses sont tellement bien structurées, bien organisées, qu'il est important, n'est-ce pas, d'apporter l'information aux téléspectateurs. Mais une dernière question. La semaine dernière, on a expliqué que le certificat d'appartenance n'est pas un document qui sécurise une parcelle, mais un document qui permet à un détenteur de parcelle de vendre son immeuble. Alors, ma question est la suivante. Si une personne, si je décide par exemple, si je parviens à obtenir le certificat d'appartenance et qu'à la suite, je renonce à la vente ou je choisis de vendre la parcelle à une autre personne autre que la première, est-ce qu'il y a des soucis à ce niveau? Est-ce que je suis autorisé à le faire? Alors, Madame Rachidatou, votre préoccupation trouvera sa réponse sous deux volets. D'accord. Alors, on a convenu, vous et moi, vous décidez de me vendre une parcelle. Une parcelle, oui. J'ai accepté prendre la parcelle, j'ai accepté également le prix. Vous l'aviez accepté. Et vous n'avez pas de titre foncier. Mais la loi vous permet d'avoir un certificat d'appartenance pour avancer dans les négociations. Voilà. C'est-à-dire, avec le certificat d'appartenance, moi, je peux déjà, vous pouvez déjà me vendre la parcelle. Mais à condition que les dossiers soient déjà introduits au niveau dans les moules de l'ANDF. Alors, si vous obtenez le certificat d'appartenance qui vous permet de faire la transaction et que vous renoncez à me vendre cette parcelle. Au niveau du premier volet, c'est à condition qu'on s'entende. C'est-à-dire, je vous comprends quoi. Vous venez vers moi et écoutez, monsieur, les raisons pour lesquelles j'ai voulu vendre, j'ai trouvé une solution. Et puis bon, vraiment, est-ce que vous me permettez de ne plus aller? Et puis je vous dis, il n'y a pas de problème. Ça, c'est le premier niveau. D'accord. Le deuxième niveau, le plus difficile, et qui, si moi je n'accepte pas à ce niveau-là, au niveau du premier volet, si je n'accepte pas, alors je pourrais vous créer des problèmes, notamment civils. C'est-à-dire, je peux aller vers le juge si j'ai les preuves que le fait que vous renonciez va créer des dommages. Je peux déjà aller au niveau à la justice pour vous ester à la justice afin que vous me dédommagez. Mais c'est ma parcelle, je la vends à qui je veux. Vous allez comprendre maintenant parce que vous ne pouvez plus, à partir du moment où vous obtenez un certificat d'appartenance. En réalité, pour pouvoir obtenir le certificat d'appartenance, vous allez devant le notaire. Et il y a une pièce constitutive qu'on appelle la promesse de vente ferme, notariée, que le notaire
il ne le délivre pas ex nihilo. Il voit si les pièces constitutives du dossier, si vous avez déjà introduit, etc., avant de délivrer ce document qu'on appelle la promesse de vente ferme. Sur ce document qu'on appelle la promesse de vente ferme, il est déjà indiqué que Madame Rachidatou est l'acheteur. Non, non, c'est moi l'acheteur. Vous êtes... Ah, d'accord. C'est moi l'acquéreur, c'est vous qui me vendez. Alors, devant le notaire, vous avez déclaré que vous voulez vendre cette parcelle à Daouda Moussé. Et sur le document qu'on appelle la promesse de vente ferme notariée, mon nom s'y trouve, avec toutes mes identités. Alors, lorsque vous renoncez à la vente, il faut qu'on s'entende. Si on ne s'entend pas, si moi je refuse, je peux vous laisser en justice, oui, et prouver que ça m'a créé des dommages. Le deuxième cas le plus dur, vous ne renoncez pas à la vente, mais vous décidez changer de preneur, d'acquéreur, parce que moi j'aurais proposé 5 millions, ce que vous aviez accepté, jusqu'à ce qu'on aille prendre le certificat d'appartenance. Mais quelqu'un d'autre vous propose 15 millions à la place peut-être de 5 millions. Or, la promesse de vente ferme a toujours mon nom. Donc, si moi je constate, je vous aide toujours en justice, et là, le juge peut même requalifier les faits. Ça veut dire que c'est un abus, par exemple. Et m'obliger à vous céder, à vous vendre la parcelle. Absolument. Et là, vous pouvez être copé des sanctions aussi civiles que pénales. Donc voilà un peu. De toutes les manières, ça veut dire que lorsque vous obtenez le certificat d'appartenance, vous avez le devoir de vendre la parcelle ou l'obligation de vendre la parcelle à la personne nommée dans la promesse de vente ferme du notaire. Très bien, c'est si clair en tout cas. Ça veut dire que on n'y fait pas ce qu'on veut, hein? Non, pas du tout. Pas du tout, on n'y fait pas. C'est tellement bien réglementé. Merci, Esper Daouda Moussé. Un mot de la fin. C'est sur ce mot que je voudrais vous dire merci et avec le même plaisir de retrouver les téléspectateurs pour une prochaine émission. Une fois encore, merci à vous. Merci Esper Moussé. Je précise franchement que vous le faites à cœur joie. Et c'est tous les jeudis par ici que nous vous recevrons. On va dire quoi, 2 fois par mois, hein? Ça va être par quinzaine, hein? Ça va être par quinzaine. Merci d'être passé. Et bon retour. Bon retour à la maison. À la maison, bon, ok. Je préfère ne pas le dire. Esper Moussé, Daouda, merci d'être passé sur 5-7 matin de ce jour. Cette émission se poursuit. À présent, je reçois Jean Fandé et Patrick Diossou pour l'heure du français. Le débat sur 5-7 matin, c'est à 8h. Restez avec nous, chers amis téléspectateurs. Ne zappez surtout pas. Pour l'heure, on va parler de français. On va parler du français plutôt. Et donc, aujourd'hui, c'est la journée. Jean Fandé, bonjour déjà. Oui, je te souhaite le bonjour. Je souhaite le bonjour à tous les amis téléspectateurs, fans et amoureux de notre passage par ici. Et surtout, on va saluer monsieur Jean-Benoît Alocon qui nous suit tous les jours, il faut lui dire tous les jours. Vraiment merci à vous, hein, c'est un téléspectateur fidèle. Oui, très fidèle. Oui, on va aussi dire un gros bonjour au président de l'Assemblée nationale qui nous suit aussi tous les matins. On va dire bonjour à monsieur Akpe Mavi qui nous suit aussi dans un quartier de Kadjeou ici à Cotonou. Merci en tout cas à vous d'être avec nous. Allez, Jean Fandé, aujourd'hui c'est la journée
internationale de la francophonie. Oui, avec d'autres journées internationales qui s'y ajoutent, comme la journée internationale du conte, etc. La journée internationale du conte. C'est la célébration de la langue française et nous faisons la fête à notre manière. Et on démarre la fête tout de suite avec quelques termes, quelques mots. Oui, quelques mots. Aujourd'hui, nous allons parler des mots uniques et iniques. Unique, le mot unique, ce sont des adjectifs. Adjectif unique, adjectif inique. Unique, unicité, inique, iniquité. Tout à fait. Monsieur Fandé. Oui, merci beaucoup. Oui, on les a choisis pour leur ressemblance, donc ce sont des paronymes. Donc unique, unique. Quand on dit unique, en réalité, ça vient d'équité. Et quand on a ajouté le profil IN, ça a créé un peu de dissonance, un peu de hiatus. Donc on a préféré dire unique. Donc unique qui n'est pas équitable, qui n'est pas juste, qui compromet gravement la justice, la justesse, ce qui est convenable d'accepter sur un plan ou sur un autre. Et aussi ce qui compromet gravement quelque chose. Donc, lorsqu'on dit que c'est une décision inique, ça veut dire que c'est une décision qui n'est pas bien réfléchie, une décision qui ne vise pas à faire le bien, une décision qui a pour cible principale la volonté manifeste, ostensible de faire le mal. Et donc, lorsqu'on dit que c'est unique, ça peut être involontaire. On peut juger que la décision d'envoyer son fils étudier à l'extérieur, c'est une décision inique, juste parce qu'elle n'a pas été réfléchie, les conditions de vie de l'enfant n'ont pas été bien étudiées, les moyens dont il doit faire preuve, enfin, qu'il doit exploiter ne sont pas bien réfléchis. Donc, c'est unique. On peut le dire ainsi. D'accord. Donc, il ne faut pas confondre donc ça à unique. Lorsque je dis que Rachidat est unique en son genre, ça veut dire que, comme le disent les Ivoiriens, il n'y a pas son deux. Elle n'est pas imitable. Point terre à terre, quoi. Point terre à terre, quoi. Et ça veut dire qu'elle est exceptionnelle. D'accord. Oui. Donc, unique en son genre. Ou bien, quand c'est unique, ça veut dire que dans sa conception, on n'a pas pensé à une reproduction. Donc c'est unique, on peut dire que c'est particulier. C'est spécial en fait. Oui, mais c'est spécial et spécifique. Oui, spécial et spécifique. Donc voilà ce qu'il faut dire par rapport à unique. On peut aussi dire fils unique, ça veut dire que c'est le seul. Oui, la fille unique, c'est la seule. J'ai l'habitude de dire que c'est juste pour taquiner que les filles uniques ont toujours raison devant leur maman et leur père, quel que soit ce qui arrive. Donc il vaut mieux ne pas transporter vos problèmes là-bas. Sinon, vous n'en reviendrez pas avec une décision équitable. Vous serez jugé avec iniquité. Donc voilà. Oui. Donc on retient que unique, c'est exceptionnel, un seul élément. Oui. Donc c'est quantitatif. Oui, bien sûr. Unique, ce n'est pas un seul. Cela signifie que c'est injuste ou ce n'est pas juste. Oui, bien sûr. Donc c'est qualitatif. Oui, tout à fait. Okay. On peut le dire. D'accord. Merci pour ce récap. Voilà, c'est clair, c'est net, c'est précis. On peut faire court ainsi. Voilà. Allez, on continue de parler de la prise de parole en public. Oui, la prise de parole. Où en sommes-nous, Pat? Oui, je crois cette fois-ci on est à la 6e étape, prise de parole. Aujourd'hui, on va parler de tenir le micro. Oui. Et puis tenir compte du décor. Du décor. Oui. Oui. Le premier aspect, la tenue du micro, ce n'est pas à vous que je vais l'apprendre, donc c'est aux amis téléspectateurs qui veulent bien exceller dans la prise de parole en public. C'est pour dire que le micro, c'est un élément pour faire court, c'est un élément qui sert à amplifier la voix. Il peut être avec ou sans corde. Donc il peut être baladeur comme on le dit, et quelle que soit sa nature, il faut d'abord chercher à comprendre, à connaître sa performance. D'accord. Parce qu'il y a des micros unidirectionnels, et tant que ce n'est pas positionné directement, on n'arrive pas à vous entendre correctement. Alors donc la nature du micro, sa performance, vérifier que c'est bien chargé, que c'est normal, que tout va bien. Vérifier aussi sa performance. C'est pourquoi on dit parfois à l'hôtesse. Donc
c'est un amplificateur de la voix, c'est inutile de la garder trop éloignée de la bouche ou bien de le coller à ses lèvres. Et quand il y a des moments où il faut l'éteindre en public pour faire un aparté avec quelqu'un, il faut l'éteindre ou bien vous l'éloignez correctement. Simplement. Oui, simplement. Parce que quand le micro touche la bouche, c'est des frottements, des bruits qu'on entend et qui sont désagréables. Quelle que soit la performance de ce que vous voulez dire, quand le micro qui doit servir d'élément, je dirais, de canal, vous voyez, le premier canal n'est pas bien tenu, et bien ça crée beaucoup de choses. Donc il y a la distance, il y a l'as du micro, il y a ce qu'on appelle le bon fonctionnement, j'en ai déjà parlé. Il y a votre voix aussi. Quand vous avez un micro en main, on ne crie pas comme si on devait parler directement à une foule de 1000 personnes. Donc il faut adapter sa voix au type de micro qu'on a. Il faut éviter surtout les larcènes. Les larcènes, merci Patrick pour les recherches que tu m'as permis de faire à ce niveau. Éviter les larcènes. Les larcènes, ce sont les bruits aigus et qui agressent le tympan. Et parfois les oui là, pendant la communication publique. Donc il faut s'entendre avec ceux qui gèrent le micro pour qu'il n'y ait pas ces bruits-là. Pour éviter ces bruits-là, il faut éviter de diriger le micro vers les amplificateurs accessoires. Exactement. Donc, les amplificateurs. Oui, les amplificateurs. Là, ça permet d'éviter cela. Alors, pour faire simple, pour faire court, lorsque vous avez un grand événement à réaliser, il faut éviter d'aller prendre n'importe quel micro, n'importe quel amplificateur, en tout cas d'aller recourir à des points parce que ça fait partie de la réussite de la fête. Lorsqu'on dit de tenir compte du décor, c'est en fonction du décor, de l'environnement, il faut savoir comment parler. Si vous avez une communication, par exemple, à réaliser à l'Institut français, comme je dois le faire le mercredi prochain autour du livre La pièce d'or de Ken Bougoul. D'accord. Oui, le mercredi prochain à 15h30. À 15h30. Donc vous avez un événement comme ça, il ne faut pas chercher un décor trop constipé, une table, juste un tableau pour écrire, ou bien si on peut projeter juste quelques éléments, ça va largement. Parce que ce n'est pas un spectacle où il faut encore chercher d'autres éléments auxquels il faut accrocher le regard. Un décor soft comme mais beau en fait. Oui, mais voilà. Beau, attrayant, beau, unique, tenant compte de l'événement. D'accord. Donc il faut tenir compte du décor dans lequel on se trouve, de l'environnement. Les distances, parce que vous savez, il y a aussi la distance sociale, la distance intime, etc. Il faut savoir, de toute façon, savoir tenir le micro et savoir et tenir compte du décor. D'accord. Oui. Allez, savoir tenir le micro, pas comme ça, hein. On n'avale pas le micro, pas du tout. Pas comme ça non plus, hein. De toute façon, quand vous êtes... Pas décalé. Quand vous êtes novice, hein, la matière, on le sent toujours, hein. Franchement, on le sent. Et quand vous êtes un habitué aussi, voilà, ça se voit aisément. Merci, Jean Fondé, Patrick Diossou, merci à vous. L'expression du jour, de fond en comble, c'est l'expression de ce matin. Ça veut dire quoi déjà, Patrick? Oui, de fond en comble. Le comble, c'est le sommet. Le fond, c'est la cave. On pourra dire de la cave jusqu'au sommet, de la cave jusqu'à l'endroit où l'on peut regarder. De cet endroit-là, c'est comme ça la maison était construite, de cet endroit, on peut regarder le dehors, le comble. Donc, de fond en comble, c'est du bas vers le haut, c'est totalement. De la base au sommet. De la base au sommet, c'est entièrement, c'est intégralement. Voilà. Oui, je me permets de faire une précision. Le comble désigne aussi le sommet conique d'un bâtiment. Généralement à étage, comme on est en train d'en remarquer aujourd'hui chez nous, ça devient une mode. Donc le comble, c'est totalement le sommet et sous toit. Et ces bâtiments existent encore dans les pays européens où vous vivez carrément sous le toit avec d'ouverture de part et d'autre. Donc ça, c'est le comble. Et comme il a dit, la cave, donc le fond, l'endroit le plus bas de la maison. Donc quand on dit de fond en comble, donc c'est pour dire entièrement, sans laisser une partie de la base au sommet, intégralement. On a tenu compte de tout, de tous les éléments, en fait. Oui, bien sûr, bien sûr. Donc, on peut donner comme exemple
il a abordé le sujet de fond en comble. Il a analysé la situation de fond en comble. Oui, donc ça veut dire qu'il a analysé intégralement, oui, entièrement. Oui, totalement. Celui qui lutte contre l'amour est semblable à celui qui veut assécher la mer. C'est une pensée du jour qui nous vient de Maria Maba. Oui, la pensée commence par on ne peut rien contre l'amour. Et quand on dit on ne peut rien contre l'amour, l'explication est nette. On ne peut rien contre l'amour. Celui qui lutte contre l'amour est semblable à celui qui veut assécher la mer. Vous imaginez qu'on puisse vouloir assécher la mer. Monsieur Fandé. Ça me fait penser d'abord à la traversée de la mer Rouge, la mer Méditerranée, c'est la mer Rouge. La mer Rouge par Dieu au fils malmené en Égypte. Oui. Donc là, c'est miraculeux. Mais l'amour, comme on l'a dit dans le Cid, c'est un tyran qui n'épargne personne, qui ne pardonne à personne. Il dicte son dictat à tout le monde. Il surprend l'écolière sur le banc d'une classe. Il surprend le charme innocent d'un professeur de français. Non, d'un professeur d'anglais. Et donc, on va pas refaire l'histoire. Non, on va pas refaire l'histoire. On va pas refaire l'histoire. Et quand, comme le dit La Fontaine dans l'une de ses fables intitulée Le lion amoureux, il dit amour, quand tu nous prends, on peut bien dire adieu, prudence. Donc c'est adieu à tout quoi. Et c'est pour dire que c'est une force qui vous prend. Et cet amour peut être orienté vers son fils, vers sa fille, vers une passion, vers une personne, vers n'importe qui. Mais c'est pas l'amour amoureux forcément. Pas forcément. Donc quand c'est votre passion, quand c'est votre hobby, c'est difficile de s'en démêler, de s'en détacher. Et surtout quand c'est l'amour-passion et qui vous porte vers une personne et qui représente tout ce dont vous avez toujours rêvé, et vous voyez cette image et la satisfaction au quotidien, eh bien, décider un jour d'arrêter, c'est difficile parce qu'on ne décrète pas le commencement de l'amour, on n'en décrète pas non plus la fin. Comme dirait quelqu'un, c'est pas comme une télécommande sur laquelle on appuie pause. Parfois on a bien envie d'appuyer pause, mais malgré qu'on appuie, ça refuse. Sacré sentiment. J'ai envie de dire, quand il nous prend, il nous emmène vers des destinations inconnues. Mais c'est toujours avec plaisir qu'on s'y plonge. Quand une personne qui a été embarquée, emballée, emmenée dans les vagues de l'amour, une fois, quand ces personnes-là parlent, on le sent. Parce que le fantasme, c'est différent de l'amour. Ah oui. Non, mais écoutez, toute notre vie est faite d'amour. L'amour pour ce qu'on fait au quotidien, l'amour qu'on a pour ses proches, l'amour qu'on a pour ses collègues. Toute la vie est faite d'amour, finalement. L'amour qu'on a pour Atcheké. Oui, non. C'est pas mon dada, en tout cas. L'amour, merci à vous. Moi, je vous aime en tout cas. Vous le savez, non? Il n'y a rien de plus beau que d'entendre ce mot-là de la bouche de quelqu'un. Ah oui, on forme une belle équipe. Oui, tout à fait. Et ça ne change pas. Ça change, et on se retrouvera jeudi prochain à la même heure. Et on ira une fois encore à la découverte de nouveaux mots, de nouvelles expressions, de nouvelles pensées, toujours avec la même humeur, la même énergie, la même envie. Oui. Allez. Et ça me permet de rappeler que, comme M. Fandé le disait par rapport au micro, lorsque vous faites déjà la balance avant de vous présenter, que ce soit pour chanter ou pour parler devant un public, point besoin de taper sur la tête du micro. Ça montre que le professionnel ne tape pas sur la tête du micro. Chacun a sa manière de faire sa balance. Si c'est comme ça, lui, il peut sentir. Non. Quand c'est déjà bien préparé, quand la balance est faite, on vient, on chante ou on parle directement. Et il faut toujours éviter, c'est pas devant le public que vous allez commencer à dire 1, 2, 3. Et comment ils disent déjà bon, je ne voudrais pas dire quelque chose de moustique. Oui. Mais bon, voilà. Non, le professionnel, ça se sent quand il vient. Il fait déjà des balances à l'avance.
Donc on voudrait vous... c'est pour ça qu'il faut commencer tôt aussi. C'est pas quand le public est là que vous commencez à faire la balance. Il faut une bonne organisation. Et donc du coup, ça évite de saouler, on va dire, le public avec ces tests parfois qui agacent. Voilà, vous avez trouvé le mot juste. Merci Jean Fandé. L'effet Larsen, le micro pas devant les baffles, pas devant les enceintes acoustiques. Il faut donc faire attention pour ne pas créer cet effet Larsen qui fait mal aux oreilles, qui peut même tuer des tympans. Donc attention à l'utilisation du micro. Je voudrais juste attirer l'attention là-dessus. C'est le journaliste qui parle, mais c'est aussi le musicien qui parle. C'est le musicien qui parle, c'est le spécialiste du micro en scène. Oui, parce que ça fait toujours mal quand on voit des jeunes qui, même pour tenir le micro, on tient la tête du micro, on tient d'une manière, on dit voilà, je suis rocker ou bien je suis rappeur. C'est vrai, c'est pas ton monde, c'est pour ça que tu dis ça. Non, ce n'est pas une question de monde. Le micro, il y a une seule manière de tenir le micro. Non, pas une seule manière, je ne suis pas d'accord. Il y a une seule manière, on tient le micro au corps, pas à la tête. Non, pas une seule manière. Les ingénieurs de son l'ont toujours dit, quand vous tenez le micro par la tête, vous créez un autre effet. Donc on ne tient pas le micro par sa tête, mais par son corps. Oui, c'est comme ça. Un bon ingénieur de son va vous le dire, va vous le répéter. Le micro ne se tient pas par la tête, c'est le corps, tout simplement. Maintenant, le corps, il y a de l'élégance. De l'élégance pour tenir, certains tiennent, voilà, style, d'autres... c'est ce qui me fait dire, Patrick, on ne va pas trop rallonger le débat, c'est ce qui me fait dire qu'il y a plusieurs façons de tenir le micro, mais il faut le tenir avec élégance. En fait, c'est pour dire que ça dépend du contexte. Ça tombe sous le sens de tenir le micro par la tête. Non, pas du tout. Pas du tout. Oui, on va clore ce débat-là, oui. Non, c'est en fait pour dire que ça dépend du contexte. Patrick est classique, il est orthodoxe dans son métier, mais celui qui veut rapper, qui veut, par exemple, faire buzz au cours d'une journée culturelle, il faut qu'il tienne le micro autrement que d'habitude pour faire effet sur ses... Non, quand on tient pas la tête... Patrick, si on tient le micro par la tête, on parle où finalement? Non, moi j'ai jamais vu ça. On peut tenir le micro par la tête. Ce qu'on interdit, moi je ne suis pas spécialiste, mais ce que je sais, c'est que quand vous tenez, quel que soit l'endroit par lequel vous tenez le micro, il ne faut pas faire bouger la main pour créer d'autres bruits. Donc vous tenez d'une certaine façon. Merci à vous, messieurs. Quel que soit le micro que vous tenez, tenez-le bien. Oui. Voilà, allez. Et vous bougez la tête, bougez le micro aussi. Franchement, Patrick, c'est bon. Quand on est en public, il y a beaucoup de choses. Allez, voici pour vous la pub. Juste derrière, on installe nos débatteurs. Merci de nous retrouver sur le forum de discussion de ce jour 20 mars 2025. Vous le savez, et nul besoin de vous le démontrer que le numérique est aujourd'hui omniprésent dans notre quotidien. Il est une opportunité pour tous, mais comment s'initier et en tirer profit. Nous avons tenu à l'occasion de la Journée internationale de l'apprentissage numérique tenue hier à évoquer cette question cruciale avec deux invités, Glory et Vodikiati. Bonjour. Bonjour, madame. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Merci à vous. Alors, vous êtes spécialiste de la stratégie de croissance, n'est-ce pas, et rentabilisation avec l'intelligence artificielle. Oui. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Serge Marouillon, bonjour. Bonjour, madame. Alors, vous êtes SEO, copywriting et marketing digital. Oui. Alors, l'apprentissage numérique, quel est son intérêt au point qu'on lui dédie, on va dire, une journée internationale? Alors, il faut comprendre aujourd'hui, le numérique comme un domaine, et comme tout domaine, il faut en fait apprendre. C'est comme, je dirais, en fait une langue. Et pour pouvoir maîtriser en fait une langue, il faut apprendre, il faut pouvoir en fait la pratiquer pour pouvoir l'apprendre. Donc, dédier en fait une journée au numérique, c'est d'abord de placer en fait le numérique au centre des débats et de comprendre qu'aujourd'hui avec le numérique on peut faire beaucoup de choses, non seulement, mais c'est devenu en fait d'une manière ou d'une autre en fait indispensable. Pour donner en fait un fait qui souligne cela en fait dans notre écosystème ici, dans notre pays ici, c'est que
depuis le 26 mars 2020, il y a le gouvernement qui a initié en fait la plateforme e-service. Et aujourd'hui, pour avoir en fait un casier judiciaire, je ne suis plus obligé en fait de me déplacer pour aller en fait dans une préfecture et tout ça pour tout obtenir, se fait en ligne. Voilà, pour obtenir mon casier judiciaire. Ce qui fait qu'aujourd'hui, pour le parent qui est au village, pour obtenir son casier judiciaire, soit il est obligé en fait de le faire par lui-même, s'il a les outils pour le faire, ou bien il passe par quelqu'un qui va le faire. De toutes les façons, c'est autonome, c'est avec le numérique que c'est démocratisé, ce qui fait que en fait, les gens sont obligés d'une manière ou d'une autre d'avoir un Gmail, d'avoir un téléphone Android, d'avoir la connexion Internet et de pouvoir en fait le faire. Donc, ce n'est plus vraiment en fait une question de je suis jeune, je suis vieux, non. C'est vraiment en fait au centre des débats et ça nécessite en fait de l'apprentissage. Et cet apprentissage-là, ça ne se fait pas. On a d'ailleurs autour de nous des personnes qui faisaient une sorte de résistance, mais qui aujourd'hui sont obligées de rallier, de se rallier juste. Justement, donc puisque en fait c'est au centre du débat, on est obligé en fait de promouvoir cela pour que beaucoup de personnes en fait puissent s'y intéresser. Pour se dire, ce n'est pas une question d'aller à l'école, mais c'est vraiment en fait une histoire de quotidien. Donc il faut vraiment en fait apprendre à utiliser. Et donc ça nous impose forcément de nous former. Glory, alors comment on se forme au numérique aujourd'hui? D'abord, avant de parler du comment, je pense qu'il est important d'appuyer sur le pourquoi. Parce que si les gens ne comprennent pas qu'il est crucial de s'initier au numérique, ça voudrait dire qu'ils ne cernent pas encore l'importance de le faire. Du coup, le numérique, en fait, actuellement, va faire évoluer les habitudes. Et si on n'apprend pas, si on ne s'adapte pas, si on ne l'intègre pas dans nos habitudes maintenant, on prend le risque de se faire dépasser et de se faire remplacer dans la mesure du possible. Donc, pour revenir au comment s'initier. Et donc c'est important aujourd'hui d'intégrer dans tout ce que nous faisons cette question liée au numérique. Oui, parce que la technologie évolue et avec la venue de l'intelligence artificielle par exemple, il y a tellement de choses qui sont possibles. Il y a des débats qui reviennent sur le sujet. On va en parler sur le deuxième panel. Génial. Oui, d'accord. Donc là, nous revenons au comment s'initier au numérique. Il est de plus en plus facile de le faire d'ailleurs. Avant, il fallait par exemple se perdre, essayer de comprendre les différents domaines et tâtonner réellement avant de trouver dans quoi se lancer. Mais actuellement, les recherches avec le numérique, le savoir est plus accessible et on a la possibilité de faire des recherches pour savoir qu'est-ce qui pourrait mieux nous convenir, dans quel domaine on doit s'orienter parce qu'il y en a tellement des domaines du numérique. Donc voilà, après on démarre par la partie recherche, la partie information et il y a énormément de plateformes aujourd'hui pour démarrer sans dépenser un franc. Tout de même, commencer par s'informer sur les différents domaines. Il y a YouTube qui est là, il y a Coursera et il y a plein de différentes formations gratuites qui sont accessibles pour pouvoir se former au numérique. Est-ce que ça veut dire, Serge Marouillon, qu'on n'a pas forcément besoin de faire une école pour apprendre le numérique? Oui, pour se former au numérique. Alors, il faut scinder en fait un peu la chose de différentes manières. Quand on parle du numérique, en fait, on peut l'apprivoiser en fait de plusieurs manières. Et aujourd'hui, pour un parent ou bien pour une personne en fait qui est déjà dans la vie active et qui entend apprendre le numérique, ça peut en fait faire peur, ça peut même en fait créer en fait un frein où la personne va se dire ok, est-ce que je vais aller à l'école, est-ce que je vais commencer par me documenter sur YouTube et tout. Ce n'est pas forcément cela parce que l'habitude du numérique en fait va naître du fait que on a besoin de quelque chose. Je ne sais pas si vous vous rappelez quand en fait les téléphones portables en fait Nokia et tout à l'époque où il fallait apprendre aux parents comment on utilise ça, comment faire les appels et tout ça. Mais aujourd'hui quand vous prenez n'importe quel parent, vous lui mettez en fait un téléphone Android, lui-même en fait il peut se débrouiller, il peut se débrouiller facilement à créer son Gmail, il peut se débrouiller à créer son YouTube, à aller sur TikTok, à aller sur WhatsApp et tout ça. Donc en fait il y a déjà en fait un besoin qui est là et ce besoin là, si on arrive en fait à le satisfaire en fait au quotidien à travers les habitudes, à travers la pratique, on commence déjà pas à s'initier au numérique. Maintenant ça dépend de dans quel domaine en fait on voudrait en fait s'initier quand on parle du numérique. Donc l'utilisation, la pratique, l'usage déjà c'est quelque chose en fait qui va venir du besoin que chaque personne a. Vous avez en fait vos utilisations, vos usages en fait du numérique. Moi j'ai mes usages du numérique. Madame Glory en fait également en fonction de chaque personne, en fonction du
métier en fait qu'on fait et tout. Un développeur web ne va pas utiliser le numérique, ne va pas s'initier au numérique de la même manière que peut-être en fait un gérant je sais pas, un gérant de produits qui vend en fait dans un centre commercial par exemple et tout. Donc, voilà, l'usage en fait va dépendre en fait du besoin que chaque personne a. Mais pour appuyer en fait les propos de mademoiselle Glory, je dirais tout simplement qu'aujourd'hui, pour s'initier au numérique, c'est la chose la plus facile. Et facile, pas que c'est abordable, mais ça voudra dire qu'en fait l'information est vraiment disponible, accessible. Il faut juste aller sur YouTube, il faut juste en fait taper en fait une recherche sur et Facebook, aller en fait sur Google et tout ça. En fait, on peut rapidement trouver en fait des informations pour pouvoir en fait s'initier au numérique, peu importe le domaine et l'usage qu'on veut en faire. J'ai posé la question parce que Hamid Petré, qu'on va recevoir sur le deuxième panel, m'a confié en réalité, Glory, que au départ, voilà, il n'a pas fait une école, il s'est pas fait former, c'est sur Internet en fait qu'il a appris à faire certaines choses. Et donc ça veut dire que c'est possible de se faire former, en tout cas d'avoir les bases, n'est-ce pas? C'est de plus en plus fréquent d'ailleurs les jeunes qui se forment entièrement sur Internet. Parce que comme on disait, Serge et moi, l'information elle est disponible. Et il y a tellement de cours, peu importe le domaine dans lequel vous voulez vous lancer. L'important c'est déjà de savoir vers où vous orienter d'abord. C'est pour ça que j'ai commencé par la partie recherche. Parce que sinon, il y a tellement d'informations que vous risquez de vous y perdre. Oui, exactement. Donc là maintenant, après avoir découvert quel domaine vous intéresse réellement, vous pouvez rechercher ensuite les formations qui sont disponibles dans ce domaine-là. Alors tiens, on va y aller, soyons concrets sur ce plateau. Moi je suis journaliste par exemple, ça c'est mon domaine, mon secteur d'activité. Sur quel outil par exemple je peux aller pour avoir toutes sortes d'informations? D'abord, même en tant que journaliste, comme il disait, Monsieur Serge disait, il y a différents besoins. Tout dépend de ce que vous voudriez faire, comment vous souhaitez vous améliorer. D'accord. Par exemple, vous pouvez apprendre comment intégrer l'intelligence artificielle dans votre carrière ou dans votre métier, dans votre processus pour créer par exemple les scripts, les scénarios, trouver des thématiques intéressantes et plein de différentes façons. Donc, tout va dépendre de la façon dont vous souhaitez utiliser le numérique. D'accord. Oui, allez-y. Je voudrais faire en fait un apport sur ce sujet-là. Tout à l'heure, je parlais d'usage, mais il y a aussi en fait l'aspect comment le numérique en fait bouleverse nos habitudes. Avec le numérique aujourd'hui, il faut comprendre que les habitudes de consommation en fait ont changé, ce qui fait que peut-être en fait avant les gens pour sur en fait 5-7 matin étaient peut-être obligés de rester devant la télé, mais aujourd'hui ils vont peut-être préférer aller sur YouTube, l'application sur YouTube, ou bien brancher l'application à leur voiture en train d'écouter ça sous forme de podcast pendant qu'ils sont dans leur voiture et tout ça. Et donc, puisque l'habitude de consommation en fait a changé, l'habitude de production également peut changer dans la mesure où aujourd'hui les gens aussi sont obligés ont l'habitude d'aller sur TikTok avec le numérique et tout ça. Donc, vous en tant que journaliste par exemple, si vous voulez mieux vous adapter à ces habitudes de consommation, vous pouvez par exemple décider au lieu que vos émissions soient toujours disponibles en fait à la télé, ça soit disponible également sur YouTube, ça soit disponible sur l'application, ce que l'ORTB a déjà eu à faire. Maintenant, l'autre chose que vous pouvez faire également, c'est de vous, en tant que journaliste, d'apprendre en fait à utiliser des outils qui vont vous permettre en fait d'être un peu plus proche des gens qui consomment en fait vos contenus. Vous pouvez apprendre par exemple à utiliser CapCut en tant que journaliste. Vous pouvez apprendre en fait à utiliser Canvas ou Canva. C'est Canvas, Canva pour faire Canva, voilà. Donc à chaque fois que vous avez en fait une émission, au lieu que vous attendiez en fait la production qui vont faire des visuels, vous pouvez aller sur Canva, créer vous-même en fait votre visuel avec votre image et tout ça pour dire je suis sur l'émission 5-7 matin et tout ça, vous publiez sur les réseaux sociaux et tout. Donc ce serait là ma manière à moi de m'adapter. Voilà, votre manière à vous en fait de vous adapter pour que en fait les gens puissent connaître davantage. Parce qu'aujourd'hui, il faut se dire, quand on parle d'un journaliste, beaucoup de personnes en fait connaissent les journalistes, mais plus
parce qu'ils regardent la télé, mais beaucoup plus parce qu'ils les découvrent sur les réseaux sociaux et tout. C'est pour cela qu'en fait, il y a des médias qui appartiennent en fait à des journalistes qui ont vraiment en fait le vent en poupe aujourd'hui. Je parle notamment en fait de Hugo Décrypte par exemple en France, où il a complètement démocratisé en fait la façon de partager l'information, où les gens préfèrent même aller suivre sa chaîne YouTube au lieu que d'aller suivre en fait les grandes chaînes de télévision et tout ça. Donc c'est vraiment en fait vous de comprendre en fait comment les gens consomment l'information aujourd'hui, et en tant que journaliste comment s'adapter à ces besoins de consommation. Et après, à partir de ce moment-là, vous êtes obligé de vous initier au numérique pour pouvoir comprendre en fait comment ces nouveaux outils-là peuvent vous aider. Et j'ai cité quelques outils comme CapCut et Canva et autres. D'accord, très bien. Et une chose est de s'initier au numérique, l'autre chose aussi c'est d'en faire un levier de croissance, Glory, n'est-ce pas? Exactement. Parce que quand on en vient aux entreprises, comme il disait, je vais aller sur la même lancée. Vous, en tant que journaliste, vous pouvez maximiser la portée, en fait. Pour parler dans des termes simples, vous pouvez augmenter le nombre de personnes qui vous suivent en ayant une image propre à vous que vous partagez sur les réseaux sociaux. Ça permet aux gens de se connecter directement à vous et de s'intéresser à ce que vous faites aussi. Donc, immédiatement, le public, il croit. Et c'est un volet de la croissance en fait, peu importe le domaine d'activité auquel il s'applique. Je pense que... On parlait de la croissance. Pour appuyer en fait un peu sur la croissance, il faut dire qu'aujourd'hui, il y a quelque chose en fait que nous n'avions pas avant, que le numérique a apporté, c'est les données, sont les données. Et donc, avant, quand on fait une campagne marketing par exemple, on ne pouvait pas avoir les données. Si je place en fait un panneau publicitaire en fait dans la ville de Cotonou, je ne peux pas savoir exactement le nombre de personnes qui a vu. Mais si je fais en fait une campagne publicitaire sur Facebook, je peux savoir exactement le nombre de personnes qui a vu. Et non seulement je peux avoir en fait le contact, le mail et tout ça. Aujourd'hui, la croissance que le numérique permet d'avoir, c'est de pouvoir en fait créer une communauté, penser en version et genre raisonner en fait en termes de communauté. Donc quand vous commencez par créer du contenu par exemple sur les réseaux sociaux, ou bien quand vous commencez par fédérer une communauté en fait sur les réseaux sociaux, vous allez avoir une personne, deux personnes, ainsi de suite. Donc vous allez avoir 1000 ça va évoluer 2000 abonnés. Au fur et à mesure. Ça c'est la première capitalisation que vous pouvez avoir. L'autre capitalisation, c'est que cette communauté là, vous pouvez en fait la monétiser plus tard, de sorte à ce que au lieu que ça soit les informations que vous avez à partager sur 5 sur 7 matins qui intéressent les gens, que ce soit vous qui intéressez les gens. Les gens ont envie de vous écouter. Donc c'est-à-dire, je me réveille le matin, j'ai envie en fait d'écouter 5 sur 7 matins à cause de vous, parce que vous partagez en fait du contenu sur les réseaux sociaux. Donc ce n'est plus forcément le thème qui va intéresser les gens, même si ça va compter également. Mais ça va être. Mais les gens viennent parce que c'est vous en fait. Ouais, votre personal branding et tout ce qui va avec. Vous me permettez de rajouter sur Oui, allez-y. En fait, contrairement à ce qui se passe là maintenant où vous passez à la télévision, avec les réseaux sociaux, avec le numérique, vous avez la possibilité de quantifier l'impact de votre présence en ligne, de votre image. Et là, en fait, vous pouvez cibler ce qui attire les gens, ce qui les intéresse, et mieux évaluer votre orientation pour savoir vers quoi aller pour augmenter ou maximiser votre impact. D'accord. Alors, ça c'est... Oui. L'OETB le fait bien en postant des images en fait, sur la page où les gens commentent et tout ça. Exactement. En fait, c'était pas possible avant, par exemple. Mais ça c'est moi. Mais pour le jeune qui nous regarde, par exemple, comment il en fait un levier de croissance? Oui, là encore, je vais commencer mon argumentaire par le fait que il faut commencer par identifier en fait le besoin que les gens ont. Vous avez très bien fait d'évoquer en fait Amine qui a créé par exemple un outil qui permet une application, le GPS, tout ça. Et donc c'est parce qu'à un moment en fait il a identifié un besoin. D'accord. Et ce qui est magique avec le numérique, c'est que peu importe le besoin que vous identifiez, il y a forcément en fait une solution qui peut s'adapter à cela. Et donc c'est dans ce dynamisme de pouvoir trouver des solutions à des problèmes que les gens rencontrent au quotidien qu'on en arrive en fait à créer vraiment en fait des choses qui soient utiles. Donc pour un jeune qui a fait l'agronomie mais qui se retrouve en fait à développer une plateforme, une application, c'est forcément parce que à un moment il a compris que avec le code je peux faire beaucoup plus de choses qu'avec mes compétences de base. Je ne sais pas si vous comprenez. Oui, bien sûr. Voilà, pour le jeune en fait qui nous écoute aujourd'hui, qui voudrait s'initier en fait au numérique, de commencer par raisonner en termes de besoins. Aujourd'hui, de quoi en fait les gens ont besoin en fait au quotidien. De quoi en fait les gens ont besoin. Au lieu de raisonner, on a appris en fait, on a grandi dans un environnement où on raisonne beaucoup plus par
de quel emploi j'ai besoin, ou bien quel emploi va me permettre de gagner de l'argent. Mais quand on commence par raisonner en termes de quels besoins les gens... Qu'est-ce que je pourrais apporter de nouveau? Qu'est-ce que je peux apporter aux gens? Quels sont leurs besoins et tout? On va se rendre compte que, voilà, dans le code, il y a vraiment en fait un besoin grandissant. Avec le code, je peux résoudre en fait les problèmes des gens. On va commencer par comprendre qu'avec l'IA aujourd'hui, je peux faire très rapidement en fait des tâches que je n'arrivais pas peut-être à faire et tout. Avec peut-être en fait des plateformes comme YouTube et autres, je peux arriver quand même en fait à installer complètement en fait un podcast où je vais créer du contenu, avoir des abonnés, devenir en fait une référence dans mon domaine et tout. Donc en fait, dès qu'on remarque en fait le problème, on va utiliser en fait le numérique comme un levier pour pouvoir résoudre en fait ce problème-là et tout. Donc c'est pour cela qu'aujourd'hui il y a des jeunes qui sont community managers, il y a d'autres qui sont développeurs web, il y a d'autres qui sont référenceurs SEO, il y a d'autres qui sont spécialistes copywriting, ainsi de suite. Et donc c'est vraiment ce besoin-là, l'usage que les gens font du numérique, leur consommation. On identifie cela, on cherche à trouver en fait une solution cela et on se spécialise dans ce domaine-là. Et pour apprendre, il y a les plateformes qui sont là. Il y en a énormément, hein, il faut le dire. Et quelles sont les erreurs par exemple à éviter pour un débutant, pour quelqu'un qui débute dans le numérique? Généralement, les gens, quand ils débutent, ils ont tendance à vouloir toucher à tout. Parce que, comme je le disais plus tôt, il y a une boulimie d'informations. Et en fait, ça entraîne les gens à se perdre assez facilement. Il y a différents experts dans des domaines variés qui partagent du contenu, qui quand même font leur propre publicité, si je peux le dire ainsi. Et ça a tendance à conduire les gens déjà à se reprocher de ne pas être à la hauteur, de ne pas être assez. Ça crée un impact négatif aussi. Le numérique, il faudrait qu'on en parle. Ce n'est pas que du bon. C'est pas tout rose. Et donc, au-delà d'impacter les gens au niveau de leur psychologie, de leur mental, voilà, ça va les amener à se dire, oui, celui-là, il gagne avec tel domaine. Ok, je me lance. Et en fait, tu te lances, tu ne fais pas une semaine, 2 semaines. À la 3e semaine, il y a quelqu'un d'autre qui a partagé quelque chose. Et d'un coup, tu te dis, ce que lui, il m'a partagé là, je ne vois pas les résultats venir. Comme si c'était quelque chose qui devait arriver comme ça, du tac au tac. Donc, il ne faut pas s'attendre tout de suite à des percées incroyables, non? Non. C'est évolutif, c'est pas à pas. Oui. L'autre chose aussi, pour aller dans le même sens, c'est que justement il y a cette forte information en fait qui est dans le numérique, que le numérique permet d'avoir, mais c'est aussi parce que nous sommes en fait exposés à beaucoup plus de sources d'informations. Donc une personne aujourd'hui, une personne lambda a un minimum de réseaux sociaux, TikTok, Facebook, LinkedIn, Twitter. Donc on est surtout, moi par exemple j'ai plusieurs réseaux sociaux, je suis partout en même temps et tout. Et donc ce qui fait qu'on consomme beaucoup d'informations. Et donc si on n'installe pas soi-même genre une sorte de filtre qui permet en fait de filtrer toute cette information là, de choisir ce qui est bon pour soi et d'éviter en fait ce qui n'est pas bon, on se retrouve en fait à vouloir tout essayer, à vouloir tout faire. Et ça pose en fait un problème. L'autre chose aussi, c'est que malheureusement, et ça il faut le dire, c'est que beaucoup de jeunes voient en fait le numérique sous un angle, je sais pas, une opportunité qui est là pour permettre de gagner de l'argent. Donc c'est-à-dire, je me lance dans le numérique pour gagner de l'argent. C'est faux. C'est autant faux que de vous dire si je deviens comptable, je vais devenir riche, quoi. C'est un domaine comme tous les autres en fait. Finalement, le numérique c'est un domaine comme tous les autres. C'est un peu comme la comptabilité, c'est un peu comme tout ça. De la même manière que le comptable va avoir des spécificités dans son domaine, c'est de la même manière que le numérique aussi va avoir des spécificités. Mais on peut se faire de l'argent là. On peut se faire de l'argent dans le numérique, on peut se faire également de l'argent. Pourquoi vous ne voulez pas que le jeune y rêve de devenir riche avec le numérique? Pourquoi pas? Non, en fait, parce que il y a des exemples, non? Oui, quand on prend cette logique-là de gagner de l'argent dans le numérique, les gens voient le numérique comme ok, si je commence par animer une page, je gagne de l'argent. Ils ne voient plus en fait, je dois résoudre un problème pour pouvoir gagner de l'argent. Moi, je connais beaucoup de personnes qui gagnent beaucoup d'argent, énormément d'argent dans le numérique, gagnent beaucoup d'argent en fait par mois, par semaine et tout. Mais toutes ces personnes-là résolvent en fait un problème. Les personnes qui gagnent de l'argent et qui ne résolvent pas vraiment en fait un problème, en fait c'est la clé. Vous nous dites ce matin que c'est la clé à la base. Oui.
Il faut identifier un besoin. Il y a toujours en fait un besoin. Essayer de régler un problème. Oui. Et là, ça marche plus, ça fonctionne plus. Beaucoup plus. Parce qu'en fait, figurez-vous que quand le gouvernement a lancé e-service, c'était, je sais pas, 36 services qui étaient lancés au début. Aujourd'hui, on est à plus de 250 services. Donc, il y a un besoin qui a été identifié. On apporte une solution à ça. Mais dès qu'on apporte une solution, on se rend compte qu'aujourd'hui, c'est possible également d'avoir en fait cette attestation de résidence et grâce en fait à la plateforme e-service. Donc, progressivement, on résout en fait les problèmes. Vous allez voir que cette plateforme-là va évoluer. Là, maintenant, ça fait 5 ans, mais ça va évoluer davantage et il y aura en fait de nouvelles, je sais pas, de nouveaux changements qui viendront parce que dès qu'on résout en fait le premier problème, on se rend compte qu'en fait il y a d'autres besoins, ça génère en fait d'autres besoins et tout. Et plus on résout les problèmes, et plus on aura des solutions qui seront en fait utilisées. Google Maps, c'est parce que à la base on a compris que les gens ont besoin d'adressage. Aujourd'hui, moi je me rends même compte que quand moi j'étais parti à Abidjan la dernière fois, si c'est pas Maps, je ne pouvais pas vivre en fait presque. Tout était sur Maps, même les chauffeurs, tout le monde utilisait Maps. Tout le monde. Et au Bénin aussi, c'est devenu en fait une habitude aujourd'hui. Tout le monde utilise Maps. Quand tu veux aller quelque part, au lieu de t'adresser le truc là, les gens vont t'envoyer juste un lien. On te dit bah suivre pour venir parce qu'on a compris que c'est un besoin. Et cette solution là est efficace pour pouvoir résoudre. Et plus il y aura le développement de ce besoin-là, plus il y aura d'autres solutions comme GPS local et autres qui vont se développer parallèlement pour pouvoir permettre davantage aux gens de mieux vivre et mieux faire les choses. Et c'est ça véritablement l'essence même du numérique, permettre aux gens de mieux vivre et mieux faire les choses de façon un peu plus rapide et tout, que ce soit l'IA ou bien d'autres technologies. Merci, c'est tellement clair. En fait, ce matin, vous nous dites qu'il est important d'apprendre à utiliser les outils numériques. C'est valable pour tous les secteurs d'activité et vous optimisez même les résultats en le faisant. C'est ce que vous nous dites ce matin, n'est-ce pas? D'accord. Alors, il y a un second panel qui va se pencher sur comment on utilise l'intelligence artificielle pour mieux apprendre et faire des recherches efficacement. Et pour sortir de ce débat, quels conseils vous donneriez à ceux qui nous regardent, aux jeunes par exemple, qui nous regardent? Ok. Déjà, je voudrais en fait faire une petite correction par rapport à mon titre en fait au début, consultant marketing digital, spécialiste SEO et copywriting. Mais non, moi par exemple dans mon domaine, je suis beaucoup plus en fait spécialisé dans l'écriture. Ne voyez pas en fait le numérique comme quelque chose où dès que j'entre dedans, je suis obligé de me spécialiser. Ce n'est pas cela. Hier par exemple, moi j'ai reçu en fait un ami au bureau. Il était venu, il est complètement dans un autre domaine que je ne vais pas citer, mais il avait besoin d'apprendre en fait à organiser des réunions en ligne. C'est-à-dire il avait besoin que je lui apprenne en fait à utiliser Google Doc et Google Meet pour pouvoir organiser des réunions et inviter des gens. C'est ce besoin-là qu'il avait. Donc moi je voudrais dire à ceux qui nous suivent ce matin, peu importe ce que vous faites dans la vie, peu importe que vous soyez gérant, que vous soyez en fait mécanicien, que vous soyez maçon, le numérique c'est très important. Apprenez à utiliser le numérique. Ça ne veut pas dire que vous allez devenir développeur web, mais ça veut dire tout simplement que vous allez avoir des habitudes qui s'adaptent en fait aux usages aujourd'hui, aux besoins que les gens ont aujourd'hui. Et ça va vous permettre en fait d'être une meilleure personne, d'être un meilleur professionnel. Et c'est cela que j'ai à conseiller en fait aux jeunes. Et vous accompagnez les gens, non? Oui, bien sûr. On peut venir vers vous, oui, bien sûr. Pas, bien sûr, on peut pour venir. être guidé, parce que c'est un chemin qui semble facile, mais il y a tellement d'informations que c'est important, n'est-ce pas, d'être guidé aussi. Oui, très important. Moi, je pense qu'aujourd'hui, quand on a une expertise, il faut la partager. Et c'est pour cela que, puisque c'est quelque chose que moi-même j'ai fait, j'ai écrit en fait un livre, en fait sur le sujet, Prendre la parole sur les réseaux sociaux. C'est un livre en fait qui permet aux jeunes de, à n'importe qui, aux professionnels et aux entrepreneurs et autres là, de prendre la parole sur les réseaux sociaux, de montrer l'expertise, d'attirer des personnes et tout ça. Parce qu'on se rend compte aujourd'hui que dès que vous dites votre nom à quelqu'un, la personne va aller sur LinkedIn, va voir ce que vous faites, va aller sur Facebook, va voir ce que vous faites. Et pour cela, il faut avoir un profil bien optimisé, il faut prendre la parole, il faut partager ce qu'on fait. Et comme ça, les gens vous font plus confiance et les gens ont envie en fait de travailler avec vous. Voilà. D'accord. Alors, Glory, oui, votre... Pour compléter l'intervention de M. Serge, je vais rebondir sur l'aspect de la monétisation. En fait, à partir du moment où on répond à un besoin, on a plus la possibilité de le monétiser. Et donc, c'est le meilleur moyen sur le digital,
sur le numérique de faire des revenus. Et comme il disait, ce que vous allez faire premièrement, c'est de montrer votre expertise. Il faudrait que les gens sachent ce que vous faites pour s'y intéresser et pour même parfois identifier qu'ils en ont besoin. Donc, c'est par cette voie-là que vous pourrez mieux gagner des revenus avec le numérique. Et ça ne se fera pas à la seconde où vous débutez, malheureusement. Il faut être patient, hein. Moi j'ai démarré, mais j'ai vite déchanté. Parce que c'est quand même épuisant. Hein. Oui. C'est pardon? J'ai hâte de vous faire revenir. C'est vrai? Oui. Ah, j'aime pas quand on me tend une perche, hein, je l'attrape tout de suite. Allez. Merci à vous. Glory et Vodi Kiati, merci d'être passé sur ce plateau. Serge Marouillon, merci. C'était un échange très instructif. On va installer le deuxième panel, mais avant, je vous invite à suivre ce sujet réalisé sur le meilleur créateur de contenu LinkedIn 2024. Regardez, Serge Novillon, c'est son nom. On se retrouve juste après. Je suis Serge Novillon, meilleur créateur de contenu sur LinkedIn, édition 2024, premier classé sur 200 au Bénin. Venez, suivez-moi, je vous raconte un peu mon histoire sur LinkedIn, comment est-ce que j'ai connu LinkedIn et ce que c'est devenu aujourd'hui LinkedIn pour moi et ce que ça devrait être pour vous également. Venez, suivez-moi. Ce titre représente beaucoup pour moi, ça prouve mon engagement et ma détermination à publier des contenus de qualité, que ce soit en termes de tests ou de vidéos, et c'est le lieu de remercier tous ceux-là qui partagent mes contenus sur LinkedIn. Sans eux, peut-être qu'on ne sera pas là parce que c'est eux qui apprécient, c'est eux qui commentent, c'est eux qui relaient. Ce qui, selon moi, a milité en ma faveur, c'est la qualité de ce que je produis, la qualité de mes informations et l'interactivité sur cette page-là. Et parce que je ne publie, tenez-vous tranquille, je ne publie jamais quelque chose sans l'avoir vérifié, parce que je me suis toujours dit, étant déjà même à la radio, étant déjà au groupe de presse le matinal, j'aime pas publier quelque chose sur ma page et que l'on vienne me démentir. Donc je fais toujours attention à tout ce que je publie, et c'est ça aussi parce que quand les gens viennent sur ma page, ils savent qu'ils ont l'information et ils ont l'information de qualité. La récompense pour moi, c'est déjà d'être reconnu, et ça me donne la force de continuer. C'est vrai qu'il n'y a pas de trophée, il n'y a pas d'argent à la clé, mais ce que moi je gagne en devenant premier créateur de contenu sur LinkedIn, c'est plus que de l'argent, c'est plus qu'un trophée, c'est la reconnaissance, et c'est cette manière de montrer que ce qui est fait au Bénin aujourd'hui en termes de réforme, de construction de routes, du contenu du PAG est bien vu, est bien apprécié à l'intérieur qu'à l'extérieur. Je fais assez la promotion de l'image de marque du Bénin. Le Bénin est magnifique, tout simplement. Vous allez à Kouandé, le Bénin est magnifique, et moi, si ce n'est que ma position, je suis sûr que je n'allais pas toucher ces angles-là, mais moi je pense que tous ceux qui sont créateurs de contenu n'ont vraiment pas besoin d'occuper une position avant de créer du contenu, surtout qu'aujourd'hui nous voyons sous nos yeux, sur le plan touristique, sur le plan aménagement du territoire, nous voyons sous nos yeux des transformations qui s'opèrent. Ceux qui sont avec moi, ceux qui partagent ce que je mets sur mes pages et autres là, ceux qui viennent échanger, donnent leur point de vue,
posent des questions. Aujourd'hui, on peut sans se tromper dire que ceux-là épousent tout le travail que le gouvernement est en train d'abattre chez nous. Comment est-ce que les gens aujourd'hui voient le Bénin de l'extérieur, le Bénin qui est en train de changer sous nos yeux, le Bénin qui devient un autre Bénin et que les gens apprécient de l'intérieur comme de l'extérieur. Par jour, c'est au moins 2 posts, que ce soit sur LinkedIn ou sur Facebook. Facebook d'ailleurs, où je suis à un peu moins de 100 000 followers en ce moment et mon objectif, c'est d'atteindre 100 000 avant la fin de l'année. J'ai fait aucune formation pour devenir créateur de contenu, aucune. Et c'est en 2017 par là que je me suis inscrit sur LinkedIn. J'ai laissé la page en veilleuse parce que tout de suite quand je suis allé, je me suis dit, j'ai vu la différence entre Facebook et autres où j'étais et je me suis dit qu'ici, on ne s'amusait pas du tout et c'était pas plaisant. Donc je me suis retiré. C'est à partir de 2022 que j'ai compris que je pouvais partager autrement les réalisations du gouvernement avec mes compatriotes. Donc c'est à ce moment précis que je suis reparti sur LinkedIn pour créer du contenu et mettre à la disposition des followers qui sont sur LinkedIn. Ceux qui nous regardent en ce moment et qui ont besoin d'emploi, je peux le dire, lorsque vous allez par exemple sur LinkedIn, vous avez presque toutes les agences du Bénin qui sont sur LinkedIn. Lorsqu'ils lancent des offres d'emploi, c'est là-bas. Mais même lorsqu'on veut lancer des travaux dans Cotonou ou dans Parakou et dès qu'on a besoin d'informer les populations afin que les gens prennent leurs dispositions pour ne pas tomber dans des embouteillages à n'en point fini, des communiqués sont déposés là-bas. Donc forcément, lorsque vous allez sur LinkedIn, vous avez pour votre compte. Je dirais à mes frères jeunes qui me suivent que l'emploi, il y en a. Il suffit seulement de trouver le bon filon. Et sur LinkedIn, vous êtes sûr que si vous renseignez tel que ça se doit votre CV sur cette plateforme, vous aurez des offres qui viennent même dans votre mail. C'est un gâchis en tant que professionnel de ne pas être là-bas. Parce que lorsque vous allez là-bas, non seulement vous allez apprendre davantage dans votre domaine, mais aussi vous avez des opportunités et vous avez des offres d'emploi à n'en point fini. Et à vous de saisir votre chance et de postuler. Il y a beaucoup d'entreprises et autres qui m'appellent et demandent à ce que j'accompagne leur publicité sur ma page. Je suis dans une position qui ne le permet pas pour le moment. Donc, allez là-bas, non seulement vous avez l'emploi, mais aussi vous pouvez avoir de la pub, des choses à relayer pour des entreprises et gagner de l'argent. Voilà comment est-ce qu'on peut arriver à gagner sa vie sans forcément quitter chez soi. Parce que vous voyez, c'est sur votre téléphone, c'est depuis votre téléphone, c'est depuis votre ordinateur et autres qu'on peut arriver à travailler et travailler de façon sérieuse. Voilà, c'est possible de le faire, chers amis téléspectateurs. La création de contenu fait partie des nombreux métiers que génère aujourd'hui le secteur du numérique. C'était donc Serge Novillon. Nous sommes allés à la découverte donc de Serge Novillon, meilleur créateur de contenu LinkedIn 2024. À présent, chers amis téléspectateurs, on va parler de l'intelligence artificielle qui peut être un allié puissant dans l'apprentissage, mais à une seule condition, il faut savoir bien l'utiliser. Comment l'utiliser? On en parle avec deux invités ce matin. Brice Boyou, bonjour. Bonjour. Vous êtes développeur, designer et growth hacker, c'est ça, non? Oui, c'est ça. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Amit Petré,
Vous êtes un habitué de ce plateau. Vous êtes développeur, designer et promoteur culturel. Vous êtes notamment à l'origine, n'est-ce pas, du GPS béninois. Un GPS qui a fait parler de lui un peu partout. Exactement. Et qui fait son petit bonhomme de chemin, n'est-ce pas? Exactement. Allez, l'IA, on l'a dit, peut être un allié puissant. Comment on utilise l'IA pour l'apprentissage? Brice Boyou. Merci. L'IA ou l'intelligence artificielle, oui. Voilà, donc c'est un outil très important aujourd'hui qui nous permet d'avoir accès à de l'information. Parce que ce sont des programmes qui ont une quantité énorme d'informations. Et donc, lorsque nous sommes à la recherche d'informations, surtout pour nous éduquer, on peut accéder à des formations, à des contenus, quel que soit le métier ou les compétences que l'on souhaite développer. Donc l'IA peut nous aider, quel que soit le domaine d'activité dans lequel nous sommes. Amit Pétret, oui. Et même la particularité, d'accord, de l'IA, il faut déjà comprendre que l'intelligence artificielle, c'est un gros cerveau qui a emmagasiné beaucoup de données et qui fait une bonne synthèse. De façon caricaturale, c'est un peu ça. Donc, lorsque vous allez vous demander une information à l'IA, elle va se baser sur des données colossales, d'accord, et vous les synthétiser pour que vous ne perdiez pas beaucoup de temps à faire des recherches sur des recherches avant de trouver, d'accord, ce que vous cherchez. C'est un peu ça l'IA. Et il y a beaucoup d'outils IA, n'est-ce pas? Bien sûr, bien sûr. Il y en a beaucoup? Il y a autant d'outils que de domaines dans lesquels vous allez vouloir l'utiliser. Comme ceux qui sont passés premièrement sur le plateau, ils ont évoqué la spécificité du besoin que vous avez dans le numérique. Donc, un designer va utiliser certains outils d'intelligence artificielle pour l'aider à peut-être chercher de l'inspiration, peut-être avoir quelques templates, ainsi de suite. Mais il y a par exemple un développeur ou bien un créateur de contenu qui va utiliser un autre type d'IA, par exemple comme une ChatGPT, tout simplement, pour générer quelques idées, générer quelques drafts de ce qu'il veut faire. D'accord. Et quels outils d'IA, par exemple, peuvent aider, on va dire, les étudiants et les professionnels? Serge Boyou. Pour ce qui est de l'éducation, c'est très difficile aujourd'hui. On a beaucoup plus des IA générales, donc qui peuvent générer des contenus dans plusieurs domaines, dans plusieurs activités. Il n'y a pas trop, je vais dire, d'intelligence artificielle spécialisée pour, par exemple, je prends un élève qui est en classe de CM2 ou qui est en 5e. Voilà. Et ce n'est pas évident de trouver une intelligence artificielle qui s'adapte en fait à son niveau scolaire pour pouvoir lui produire des contenus qui sont adaptés. À son âge. À son âge. Donc, et aussi, il y a les différences en matière de programmes académiques. Les IA ont été beaucoup plus entraînés avec des données des institutions, des organisations, des entreprises américaines et européennes. Et nous avons un contexte éducatif qui est totalement différent de ce qu'on peut trouver ailleurs. Donc, alors, est-ce qu'il existe des intelligences artificielles qui s'adaptent à notre système pour pouvoir produire des contenus pédagogiques? Donc, c'est la question. Et à cette question, on répond quoi, Amit Pétret? Bon, je ne sais pas si Brice ne veut pas en parler ici, mais je sais qu'il a développé une assistante virtuelle qui s'appelle Agodier, qui, comment on appelle, qui a la capacité d'accompagner, d'accord, les élèves, comme il le dit, des classes 5e, ainsi de suite. En tout cas, j'ai vu ça sur sa page, je me dis que c'est quelque chose qui est très intéressant. Et comme il a dit, l'intelligence artificielle, comme je viens de le dire là, c'est quelque chose qui a emmagasiné beaucoup de données. Et on a d'ailleurs essayé de générer quelques informations, n'est-ce pas? Exactement. En introduisant dans le moteur de recherche comment par exemple, moi, j'ai pris mon exemple, quand je développais GPS local, j'ai utilisé l'IA comme un assistant, d'accord, pour me permettre d'aller rapidement. Et j'ai par exemple demandé, ok, bon, je veux calculer la distance entre deux points géographiques, d'accord, par exemple de la place du Souvenir à l'ORTB, quelle est la distance qui sépare. Et j'ai demandé à l'intelligence artificielle comment on le fait. Et il m'a dit, donc voilà, il y a une formule qui est appelée formule de quelqu'un que je ne me souviens plus du nom. Il me l'a développé. Ensuite, je lui ai demandé, ok, écris-moi une fonction, d'accord, en un langage de programmation qui me permet de le faire.
Et il a fait, et j'ai vu, et j'ai copié, j'ai lu d'abord pour comprendre, et je l'ai utilisé dans mon code. Donc, vous voyez, ça par exemple, m'a permis d'aller rapidement, très rapidement, que si je devais par exemple aller sur les moteurs de recherche classiques pour faire des recherches, essayer aller sur des forums pour aller chercher des informations. Donc, tout ce temps-là, ça risquerait de prendre un peu plus de temps, mais avec l'IA, ça va vite. Hein. Ça va très vite, parce que lui s'occupe en fait de faire un travail de synthèse. Et c'est surtout là que moi, j'apprécie l'utilité de l'IA dans l'apprentissage, dans tout ce qui est l'usage professionnel aussi. Ouais. Mais est-ce qu'il n'y a pas des risques d'avoir le même test, par exemple, si c'est la même question que Rachidat, par exemple, a posé à l'IA, si c'est cette même question-là que Hamid Petre pose à l'IA, est-ce qu'il n'y a pas des risques d'avoir la même réponse et donc forcément de... Non? On peut avoir la même réponse, mais pas avec les mêmes mots. Parce que l'intelligence artificielle va deviner le prochain mot qui va suivre, et c'est là en fonction de la requête que l'utilisateur lui a envoyée. D'accord. Donc c'est très rare de trouver en fait les mêmes mots. On peut poser même la même question. Si c'est la même question, question avec les mêmes mots. Il y a autant de réponses que... Et ce qui favorise ça, en fait, vous savez, c'est quand vous avez discuté avec les agents comme ChatGPT, ils ont emmagasiné des données propres à vous. Comment est-ce que vous posez des questions? Comment est-ce que quel est votre style de langage et tout? Donc sur ça, il va se baser pour pouvoir en fait tailler la réponse qu'il va vous donner. Donc la réponse qu'il va donner à moi, designer, si je pose une question, la même question que Brice va poser, qui est peut-être développeur, lui, il va lui servir une autre réponse, taillée sur le profil qu'il a, taillée sur les habitudes, d'accord, de langage, de style, vous voyez, de besoins qu'il a. Et c'est vraiment ça qui fait qu'on n'a pas forcément les mêmes réponses, les mêmes missions dans la même question. D'accord. Alors, quel est le cheminement? Comment on fait? Est-ce qu'à la base, qu'est-ce qu'on installe? Comment on le fait? Soyons concrets. Parce qu'il y a des gens peut-être qui nous regardent, mais qui ne savent pas comment on utilise l'intelligence artificielle pour faire des recherches, par exemple, pour écrire un courrier. Parce que moi, en préparant cette émission, j'ai une personnalité de ce pays qui m'a dit, par exemple, moi, depuis que j'ai découvert l'IA, je ne me gêne plus pour écrire mes courriers, par exemple, c'est simple, je le fais, je demande, et puis voilà, j'ai le test comme il faut. Comment on fait? Qu'est-ce qu'il faut installer sur son téléphone? Parce que tous autant que nous sommes, nous avons des smartphones. Hein? Qu'est-ce qu'il faut faire? On va être concret. Bon, il existe beaucoup d'outils d'intelligence artificielle. Donnons quelques exemples. Le plus connu, c'est ChatGPT. Donc, c'est ce qu'on utilise beaucoup plus. Qu'est-ce qu'on fait? On va dans Play Store? Oui. Comment ça se passe? On a deux possibilités. Si on a un téléphone, on peut aller sur son store. Ça peut être Play Store ou bien App Store. D'accord. Et on recherche ChatGPT, on peut télécharger et commencer par l'utiliser une fois l'installation faite. Ou bien on peut juste aller dans son navigateur, on tape chat.com. chat.com, et on a la même expérience comme si c'était une application qu'on a installée. Et puis voilà, il y a juste un champ comme on va sur Google pour faire des recherches. On écrit juste ce qu'on veut, et la meilleure façon en fait de pouvoir adresser une requête à l'IA, c'est de lui poser la question comme si elle était un humain. Et là, quand on lui pose la question comme on parlait à un humain, on aura des réponses beaucoup plus naturelles. Et c'est ça, l'IA se définit comme un assistant, en fait, un assistant pour l'homme. Donc, c'est comme il a dit, il faut lui parler comme si c'est à une autre personne, à son assistant, à son ami, à un pote, ainsi de suite, pour lui poser la question naturellement, et lui aussi va répondre naturellement. C'est ça, en fait, c'est ça l'essence, en fait. C'est ça. Alors, j'installe ChatGPT, c'est un exemple parmi tant d'autres. J'ai par exemple un exposé à faire demain, et j'ai pas eu le temps de bien peaufiner mon test et autres. Avec ChatGPT, je mets la thématique, il me sort un exposé en bonne et due forme. Non, pas forcément comme ça. Si vous faites comme ça, vous allez laisser l'IA faire totalement le travail, et c'est pas ça en fait. D'accord. Parce que là ici il y a comment on appelle, le revers en fait de la médaille. Il faut pas laisser en fait l'IA faire tout le travail. C'est un outil pour aider au travail, pas un outil pour remplacer le travail. C'est très important à comprendre là. Par exemple, ce que vous venez de dire, je suppose que j'ai un exposé à faire sur les agodiers, par exemple, sur les Amazones du Dahomey. Je tape, je dis, ok, qui sont les agodiers, qui sont les Amazones du Dahomey? Et il me répond, il va faire sa compilation, il me dit, ok, elles ont existé de telle année à telle année et tout et tout. Bon.
qu'est-ce que moi je veux concrètement pour mettre dans mon exposé? Je lui pose la question, ok, par rapport aux agodiers, qu'est-ce qui a causé le déclin par exemple? Ou bien quel est le roi par exemple qui les a, disons, structurés et tout ça? Ou bien je peux demander à quels sont les livres qui existent et qui en parlent, pour que moi je puisse aller faire une recherche bibliographique par rapport à ça, parce que quand on fait un exposé, il faut aussi mentionner les sources. Exactement. C'est pas ChatGPT qu'il faut mentionner. Ouais. Donc il faut aller, donc c'est dans cet échange-là, d'accord, qu'il faut pouvoir tirer parti de ça. Et ne pas laisser en fait l'IA faire tout le travail, sinon on devient un outil. Donc oui, allez-y. Je vais ajouter que voilà, il faut procéder de cette façon avec l'IA. Par exemple, lui demander un plan, proposer un plan, et on relie le plan, on discute avec lui pour améliorer le plan jusqu'à obtenir exactement ce que nous voulons. Et on commence par y aller étape par étape, de l'introduction, maintenant jusqu'à tomber sur le développement, ainsi de suite. Donc on ne lui demande pas d'envoyer un test long pour répondre à son besoin de façon immédiate. Donc ça ne va pas forcément nous aider, et les réponses on va se retrouver à avoir un développement qui s'appuie purement de l'intelligence artificielle. Il n'y a pas en fait de l'humanité dedans. En fait, il vous donne des informations, mais vous faites le tri au final. Bien sûr. Vous faites le tri, vous ne plaquez pas tout, parce que là, de toute façon, il ne faut pas faire comme mon ami à qui on a dit ça, c'est un test. Générez pas l'IA. Bien sûr. Il y a des gens qui savent détecter ça. Après, vous savez, surtout les outils comme ChatGPT, ils ont un style, d'accord, par défaut. Donc, si vous, dans l'utilisation, vous ne lui dites pas d'utiliser un tel style de langage, mais un tel style de procédure, il va utiliser son style par défaut. Et les gens qui sont habitués à cela vont reconnaître directement que ça, c'est un tel GPT. J'ai fait l'exercice en parcourant les commentaires sur les questions posées sur Science sur 7 matin, sur la page de l'OTV. Et quand je vois les commentaires, voilà, 1, 2, 3, ça c'est l'IA, 1, 2, 3, ça c'est. Ah oui? Oui, bien sûr, il y en a plein. Non, sérieusement? Oui, il y a beaucoup de réponses. Même pour répondre aux questions, simplement. Il faut juste copier la question, envoyer à l'IA, et ils copient la réponse, ils viennent coller, voilà, pour dire que c'est leur opinion. Il y a beaucoup de pages même professionnelles qui utilisent ça, et on sait, quand on voit, on sait. Mais bon. Exactement. Ça me rappelle cette chanson qu'on a attribuée à Maître Gims, une chanson qui rendait un peu hommage au président de la République. Exactement, mais en réalité, c'est une chanson générée par l'intelligence artificielle avec sa voix et tout. Et on dirait vraiment du Maître Gims. C'est une des particularités, en tout cas un des cas d'application de l'IA. Ce qu'on dit tout à l'heure, c'est pas avoir la génération de texte, mais il y a aussi la génération de voix, la génération d'images même. On peut prendre par exemple l'image du président de la République et le plaquer sur un danseur ou bien sûr... il y en a, ça c'est ils appellent ça les deepfakes, non? C'est pas ça? Avant la venue de l'IA dans le terme général, on appelle ça les deepfakes. D'accord, mais c'est ça qui a un peu évolué en fait. Très bien. Il y a des escrocs qui le font généralement. Non, mais sérieusement, avec les images de présentateurs, on a tous été victimes de ça ici à la rédaction de la télévision. De oui, vraiment. On reprend vos émissions. Et vous savez qu'il y en a qui tombent dans le panneau? Oui, parce que très souvent, il y a des amis qui vous écrivent. Mais écoute, Rachida, tu avais ce genre d'opportunité, mais tu m'en as pas parlé. Je dis, mais attendez, quoi. Vous aimez trop la facilité, en fait. Alors, on va insister sur le fait que l'IA est un assistant, pas un substitut. L'IA ne remplace pas l'homme. On va insister là-dessus. Et même quand l'IA vous génère des informations, il faut pouvoir soi-même aussi faire le tri et l'adapter en fonction de votre feeling, de votre style et autres, pour pas qu'on dise tout de suite, voilà, c'est... Et surtout, relire en fait. Parce que c'est très facile en fait quand on envoie une question de quelques mots et que le texte est généré, de copier, d'aller plaquer. Il faut toujours relire. Parce que, comme j'ai dit, l'IA se repose sur une quantité colossale de données qui le résume. Alors, pour répondre à la question que vous avez posée, s'il y a une donnée qui n'en a pas, il va inventer. Ou bien il va faire une approximation qui n'est pas forcément vraie. C'est pourquoi il faut relire, il faut lire totalement de fond en comble, comme ceux qui ont parlé le français ici nous ont dit. Il faut relire totalement et voir si, est-ce qu'à un moment donné, il n'y a pas quelque chose qui cloche. D'accord. Et à ce niveau-là, l'homme qui sait, il connaît son sujet. Il sait qu'à ce niveau-là, il faut que ça se remplace. Vous voyez, donc c'est important de le faire. Parce qu'en fait, l'IA ne réfléchit pas. Bien, c'est ça. Elle raisonne
à la base des données qu'on lui a fournies, des informations qu'on lui a fournies, et des algorithmes. Elle est programmée en fait. Elle est programmée. Ouais. Donc, et comme je l'ai dit au début, elle va deviner le prochain mot. Ce qui fait que dans des cas, là on parle d'hallucination. Elle peut inventer des choses qui n'existent pas pour satisfaire notre besoin tout simplement. Donc il faut faire très attention, il faut relire chaque fois tout ce qu'elle nous fournit avant. Et là vous parlez des limites, hein? Voilà. Ça c'est les dangers et les limites liées à l'apprentissage et le travail. Y a-t-il d'autres dangers, Amit Petré? Bon, le danger dont on a parlé, c'est l'arnaque, d'accord, qui peut se faire très rapidement, surtout par rapport aux générations de voix, d'images et tout, qui font que aujourd'hui, c'est vrai que il y a l'outil, mais il y a aussi le contre-outil. Donc il faut aussi savoir qu'il y a des plateformes aujourd'hui qui permettent de déceler une image qui n'est pas vraie. Une image qui a été truquée, qui est générée, surtout quand il s'agit d'un contexte diplomatique, un contexte professionnel qui peut mettre à mal l'image d'une personnalité. Donc il y a ces outils-là aussi qui permettent de pouvoir vérifier ça. Donc c'est important de le connaître. L'intelligence artificielle, c'est bon, ça facilite la vie, mais il y a des dangers. Et donc, faut faire attention, surtout, comme l'a dit Amit Petré, il faut tout revoir, il faut tout relire pour faire le distinguo de tout le tri entre les informations que l'IA vous envoie. Merci à vous, cher Serge Mahouillon. Merci d'être passé. Brice Bohou. Merci d'être passé sur 5-6-7 matin, développeur, designer et growth hacker. Voilà. Amit Petré, merci développeur, designer et promoteur culturel. C'est la fin de 5-6-7 matin de ce jour. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour parler de culture.